tout mon temps, oui. On est parti. Neuromarketing, imposture ou ouverture, c'est le thème de notre table ronde. Thème que je m'empresse de sous-titrer de cette façon. Qu'est-ce que le neuromarketing et les neurosciences peuvent apporter, sous-entendu, d'intéressant aux études marketing? On est bien dans une perspective, qui n'est pas d'ambiguïté là-dessus, qui est celle de la connaissance, de la compréhension du consommateur et de rien d'autre. Le déroulé, le sommaire qu'on vous propose dans le cadre de cette table ronde, un premier temps sur un petit peu la définition, qu'est-ce que c'est que le neuromarketing, on verra que c'est un ensemble qui est très large. Quels outils, quels usages, plus concrètement? Une partie qui sera bien sûr très importante, qui sont en fait les expériences et les témoignages et les philosophies pratiques, en particulier, autour de ce neurosciences et neuromarketing. Et puis, un dernier temps qui sera un peu une respiration. Voilà. Et demain, comment est-ce qu'on avance dans ce domaine avec les neurosciences et le neuromarketing? Les intervenants, on va les présenter à peu près dans l'ordre alphabétique, si je ne me suis pas trompé, en commençant par Richard Bordenave. Richard qui cumule donc les fonctions de directeur marketing et directeur innovation du groupe BVA. Étienne Bressou, qui a également groupe BVA et directeur conseil innovation et marketing science, et qui est également, je lui demanderai de le préciser tout à l'heure, ce que ça recouvre, qui est local chair France de la Neuromarketing Science and Business Association. Olivier Droulers, le professeur Olivier Droulers, qui est expert en neuromarketing, auteur de ce livre de référence Neuromarketing, donc qui est professeur de marketing à Rennes 1, qui est également chercheur et donc auteur. Catherine Mottequin, la voici, qui est donc Consumer and Market Insight, directeur de Coty. Olivier Houllier, le professeur Olivier Houllier, qui est donc officie à Aix-Marseille, l'université d'Aix-Marseille, il est là, et qui a été élu Young Global Leader par le Forum économique mondial de Davos, et qui est auteur de nombreuses publications sur le sujet. Arnaud Petre, qui est donc Managing Director de Brand Impact, qui est spécialiste de l'usage de la neuroimagerie appliquée au marketing, et qui est en fait le pendant d'Étienne Bressou en Belgique, en tant que local chair Belgique donc de l'association NMSBA. Michel Reynard, qui est donc directeur associé du département O3 de TNS Sofres. Et Dorothée Rieux, fondatrice et PDG de Mediamento, qui est donc un institut d'études cognitives des médias et de la publicité, qui est également docteur en neurosciences. On va commencer donc par le début. Qu'est-ce que le neuromarketing? En quoi le neuromarketing est une révolution? Je vais laisser à Olivier Droulers le soin de présenter cette première partie. Bonjour. Donc, je suis très heureux d'être invité pour cet échange sur le neuromarketing. Alors, une définition rapide. Le neuromarketing est l'étude des processus mentaux et des comportements du consommateur, donc dans divers contextes marketing, généralement des contextes d'évaluation et de mémorisation, qui se fondent, et c'est là toute l'originalité, sur les paradigmes ou les connaissances des neurosciences. Alors, ça va nous amener évidemment à parler des neurosciences, mais avant, ce que j'aimerais bien, parce que ça me paraît important, c'est, je vous rassure, en une courte slide, en une diapositive, donc de retracer, d'identifier les différents courants de pensée avant les neurosciences. Alors, le premier courant qu'on peut identifier, on ne va pas remonter tout de même trop loin, on va dire au siècle dernier, il est intéressant parce que justement, le parti pris des chercheurs, ça a été d'ignorer le cerveau. C'est-à-dire que pour faire progresser la connaissance, à l'époque, on imaginait que le cerveau était un organe trop complexe, on n'avait pas les moyens de l'étudier, et donc en fait on s'est simplement focalisé sur les inputs, le stimulus et les réponses. On fait un peu la même chose en marketing, quand par exemple on s'intéresse aux parts de voix ou aux parts de marché, quelque part part de voix la publicité,
parts de marché, les résultats, il y a encore des traces de la démarche behavioriste. On peut les repérer régulièrement. Ce mouvement, bon, c'est à peu près né, on va dire, en 1913. Ça a eu des prolongements assez tard, puisque Skinner est mort, a fait encore des écrits dans les années 60-70. Donc il y a eu des prolongements, un mouvement qui a été très profond, qui a vraiment dominé la psychologie pendant de nombreuses années. Il y a une découverte qui a été essentielle pour changer tout ça, une découverte qui a changé notre vie, qui continue à la changer tous les jours, c'est la découverte de l'ordinateur, des calculateurs. Et à partir de là, les chercheurs se sont dit, on peut concevoir le cerveau, on a eu un modèle pour concevoir le fonctionnement du cerveau. Le cerveau fonctionne comme un ordinateur. Donc on s'est dit qu'il faisait des calculs, des computations sur des représentations symboliques. C'est le cœur de la psychologie cognitive. Et ça donne des modèles avec des boîtes et des flèches, des représentations fonctionnelles du cerveau. Ça, pour les chercheurs en marketing et pour les praticiens en marketing, on a eu pour la plupart d'entre nous des cours de comportement du consommateur et on a tous eu ces modèles de comportement du consommateur, des espèces d'énormes usines à gaz avec des boîtes et des flèches que personne n'a réussi vraiment à faire tourner, mais ça a tout de même aidé profondément à essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et on arrive aux neurosciences, et ce qui fonde la rupture, en fait, c'est qu'auparavant, par exemple, dans la psychologie cognitive, vous aviez des gens qui étaient des spécialistes de la mémorisation, mais sans pour autant avoir des connaissances anatomiques sur la mémoire. C'est-à-dire que vous pouviez être un spécialiste de la mémorisation sans forcément être un spécialiste du cerveau. Ce qui a tout changé, en quelque sorte, c'est donc le paradigme des neurosciences qui a pris de l'ampleur. C'est évidemment un mouvement qui n'est pas récent, ça date d'il y a déjà extrêmement longtemps. Quand on parle de neurosciences, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a différents niveaux. Vous pouvez vous intéresser uniquement à une synapse, une zone de contact entre un neurone et un autre neurone avec les neuromédiateurs. Vous connaissez, tout le monde connaît maintenant des termes comme dopamine, sérotonine, adrénaline, acétylcholine. Vous pouvez vous intéresser à un neurone. Il y a des chercheurs dans chaque domaine. Et je vous ai donc mis là un neurone. Ça ne se voit pas très bien, mais il y a plein de petits points. Ça représente les synapses, les zones de contact. Aujourd'hui, on pense qu'un neurone est capable de communiquer avec plusieurs milliers de neurones. On peut s'intéresser à un réseau de neurones, par exemple une colonne corticale. C'est déjà beaucoup plus complexe. Et on peut avoir l'ambition de s'intéresser au cerveau entier, c'est-à-dire plusieurs milliards de neurones, eux-mêmes massivement interconnectés. Donc il ne faut pas banaliser, on a tous vu des schémas d'imagerie cérébrale, c'est extrêmement intéressant, on va en parler, mais c'est aussi extrêmement complexe. Un point important, on parle souvent du cerveau, mais ce que les neurosciences ont aussi montré, c'est qu'un cerveau sans le corps, ça ne fonctionne pas, ça a été souligné ces dernières années, et le cerveau, pour fonctionner, il a besoin massivement d'informations internes. Si tout d'un coup vous avez faim, c'est tout simplement parce que votre cerveau détecte que votre glycémie est passée en dessous d'un certain seuil, que c'est dangereux, parce que lui consomme beaucoup de glucose, et il va vous inciter à manger. Ce n'est pas pour être sympathique, ni rien, c'est tout simplement pour se sauvegarder. Donc ça peut être des informations internes, ça peut être aussi des informations externes. Donc on a des récepteurs sensoriels. Dans l'environnement, on a été conçu avec la sélection d'espèces comme ça. Donc on a des récepteurs visuels, des récepteurs auditifs, des récepteurs gustatifs, des récepteurs de pression, des récepteurs de température. Donc le cerveau, à longueur de temps, milliseconde après milliseconde, il est irrigué, il est informé à travers ce qu'on appelle le système nerveux, d'ailleurs périphérique, qui va lui remonter toutes ces informations. Et en retour aussi, le cerveau va agir sur le corps, va vous faire bouger, et donc il y a le système nerveux périphérique qui sert à amener des informations vers le cerveau, mais il sert aussi à retourner des informations du cerveau vers le corps. Donc le cœur des neurosciences, c'est qu'on va passer d'un modèle explicatif qui était avant très fonctionnel, des boîtes, des flèches, une représentation modélisée, à quelque chose qui est très ancré dans le corps, le neurone, alors selon l'unité d'explication, je vous l'ai dit, le neurone ou la synapse, etc. Donc ça, c'est la spécificité réellement des neurosciences. C'est ce qui fait la nouveauté. On m'a dit d'être court, donc je vous propose deux apports des neurosciences. Premier apport, on va explorer deux dualités, conscient-non conscient. Il y a une phrase que Lashley mettait souvent en avant. Lashley était un behavioriste. Le cerveau ne nous instruit aucunement sur la façon dont il fonctionne. C'est important de se dire qu'on fonctionne, on fonctionne les uns les autres, mais on ne sait pas comment on fonctionne.
C'est-à-dire, là, je suis en train de parler, ça émet des vibrations, ça va taper sur votre tympan, qui va faire bouger quelques osselets, qui va stimuler votre nerf auditif, ça va remonter au cortex temporal, vous allez avoir des zones qui vont interpréter, ça va être associé, etc. Personne ne sait comment il fonctionne. Votre cerveau, c'est quelque chose qui vous est très étranger. C'est un peu comme un ordinateur, une comparaison que je prends souvent. On sait tous faire des présentations, etc., ou en tout cas on essaye. Maintenant, ce qu'il y a là-dedans, comment ça fonctionne, on n'en sait rien. Pour la plupart d'entre nous, on n'en sait rien. C'est pareil avec votre cerveau. Vous fonctionnez, ça marche, vous le constatez, mais comment ça marche, on ne sait pas. On ne le saura probablement jamais. Il y a un étage qui est l'inconscient. Et là, je ne parle pas de l'inconscient psychanalytique, qui est très respectable, qui est très intéressant. Je parle de l'inconscient cognitif, la câblerie, les câbles, le back-office. Et l'étage conscient. Quand vous posez une question à un consommateur, à un individu, c'est du conscient qui parle au conscient, c'est tout. Voilà. Et donc, il y a des limites. On ne peut pas, avec ce système-là, aller très loin dans les antécédents du comportement. Quand vous demandez à quelqu'un pourquoi il a acheté quelque chose, ou pourquoi il préfère ci, ou pourquoi il préfère telle personne, ça va être très difficile d'avoir une vraie réponse. Il y a une expérience qui est extrêmement simple, qui a été répliquée plusieurs fois, qui est plutôt sympathique. C'est l'expérience de Murphy et Zajon. Vous présentez à des individus des idéogrammes. Vous leur demandez lequel préférez-vous. Les gens vont vous dire celui de gauche. L'expérimentateur, il sait pourquoi c'est celui de gauche. Tout simplement parce qu'on a intercalé des images subliminales. C'est-à-dire que, alors que vous regardiez l'idéogramme de gauche, on vous présentait de façon répétée un visage souriant. Vous ne le voyez pas, vous voyez ça, puisque c'était subliminal. Alors que quand on vous présentait l'idéogramme de droite, on vous présentait un visage qui exprimait par exemple la peur. Qu'est-ce que montrent Murphy et Zajon? Donc, c'est que les gens préfèrent le stimulus qui est associé à l'idéogramme associé à un stimulus positif. Ce qui est presque cruel, c'est d'aller demander après aux gens pourquoi. Les gens vous disent « je préfère celui de gauche ». Très bien. Vous savez pourquoi vous êtes expérimentateur. C'est parce que vous avez associé un stimulus négatif à droite, donc les gens vont à gauche. Et là, les gens répondent n'importe quoi. C'est-à-dire ils vont vous dire « ah ben l'idéogramme de gauche, c'est parce que j'aime bien les formes simples, c'est parce qu'il me rappelle l'arbre qui était dans le jardin de ma grand-mère, etc., etc. » Donc, vous voyez, c'est une expérience extrêmement simple, mais qui montre de façon absolument rigoureuse que le cerveau ne vous instruit pas sur la façon dont il fonctionne. Le cerveau ne va pas vous dire « attention, je te dis de choisir ça parce que ça ne se passe pas comme ça ». Le deuxième apport, alors là j'ai pris ça sur un blog pendant les soldes, là ça m'a amusé, un blog de consommatrice, donc qui parlait de ses achats pendant les soldes. J'espère qu'on ne va pas avoir des problèmes avec les ayants droit d'Hergé. Es-tu sûr qu'un nouveau sac est bien nécessaire? Réfléchis bien. Donc le côté réfléchis bien, prends ta décision en toute connaissance, c'est montrer de façon, je dirais, positive, le côté l'ange, le bien. De l'autre côté, c'est ne t'inquiète pas pour ça, tu le mérites, et puis ce sac, tu as quand même un coup de foudre, vas-y, tu craques, ça te plaît, tu l'aimes. Et là, les émotions, on est dans l'émotion là par contre, évidemment, et là, du coup, on a une représentation qui est extrêmement négative, qui est le diable. Donc quelque part, la cognition, la raison, c'est le bien, l'émotion, c'est le mal. Et c'est une représentation qu'on a tout le temps. Il y a plein d'expressions qu'on a dans notre vocabulaire, garder la terre froide, garder son sang-froid. Les émotions, ça a longtemps été considéré comme quelque chose de négatif. Alors, je n'ai pas pu résister à vous proposer deux partis politiques. Un parti politique à gauche, vous voyez, qui est fait de personnes plutôt sérieuses. Et puis, est-ce que vous confieriez les rênes du pays à le parti politique de droite? Alors bon, droite et gauche, là, il faut le prendre au deuxième degré. Voilà, donc là, on a à longueur de temps une représentation plutôt un petit peu négative des émotions. Je conclurai ma présentation sur cette diapositive. C'est une diapositive assez commune aujourd'hui, assez banale pour les gens qui s'intéressent aux neurosciences, mais qui a fait beaucoup réfléchir, qui nous a tous, je pense, intéressés. C'est le cas d'un conducteur de travaux au XIXe siècle qui s'appelait Phineas Gage, quelqu'un qui était plutôt apprécié et qui avait de lourdes responsabilités. On devait avancer dans le chemin de fer, donc on faisait exploser des rochers pour poser les rails, et ce monsieur, par inadvertance, a posé
l'outil que vous voyez qui était en fer, qui était effilé d'ailleurs, c'est ce qui lui a sauvé la vie, l'a posé contre de la poudre, ça a explosé, et ce pieu, en fait, lui a traversé la tête de part en part. Hein. Donc c'est passé dans l'œil ici, et c'est ressorti par là. Miraculeusement, on est au 19e siècle tout de même, hein, il a survécu. Il n'a même pas eu de déficit moteur, il n'a pas été paralysé d'un bras, il n'a pas eu de paralysie de la parole, il n'a eu aucun déficit sensoriel, si ce n'est évidemment l'œil. Il pouvait toujours calculer, il pouvait toujours lire. Apparemment, on va dire, tout allait bien. Effectivement, ce sont des zones très frontales qui ont été touchées et qui n'ont pas de fonction primaire, on va dire. Le problème, c'est que ce monsieur, qui a d'abord été récupéré par ses employeurs, a été assez vite licencié, et après, sa vie, je dirais, a été plutôt une succession d'échecs, tout simplement parce que, et là c'est Antonio Damasio qui a repris ce cas récemment, le neurologue d'origine portugaise qui vit aux États-Unis, il a retracé, avec de l'imagerie, il a retracé le trajet de ce pieu, et il a montré que ce pieu avait lésé fortement une zone qu'on appelle le cortex préfrontal ventromédian, et qui est une zone dont Damasio a souligné qu'elle était là pour intégrer les émotions à la prise de décision. Donc en fait, ce monsieur, la conclusion de Damasio, une des conclusions, c'est qu'il ne prenait plus de bonnes décisions parce qu'il ne pouvait plus intégrer les informations émotionnelles. Donc Damasio a souligné que pour prendre des bonnes décisions dans notre vie, il fallait qu'on ait certes la raison, mais aussi les émotions. Donc voilà, je voulais juste introduire, puisque c'était ma fonction ici, ce qu'est le neuromarketing. Donc c'est un marketing qui s'appuie sur les découvertes des neurosciences, les découvertes qui continuent, hein, c'est une situation qui n'est absolument pas stable, hein, on progresse tous les jours, et également les neurosciences. Je vais passer la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce premier éclairage un peu fondamental. Effectivement, on va maintenant resserrer un petit peu la focale en abordant la question un petit peu manquait un slide. Puis, des outils. Hein, qu'est-ce que le neuromarketing? C'est un terme en fait qui recouvre, on va le voir, une réalité qui est assez complexe. Je vais laisser la parole à Étienne Bressou pour nous présenter un petit peu les outils et les usages qui se cachent derrière ce terme. Merci Thierry, bonjour. Alors déjà, reprendre aussi un petit peu la définition de qu'est-ce que le neuromarketing, mais cette fois-ci peut-être plus du point de vue de l'industrie, en sachant que ce que je vous présente ici est un essai de typologie et qu'effectivement il y a un certain nombre de discussions autour de ces typologies et qu'est-ce qu'on va inclure dans le neuromarketing, qu'est-ce qu'on ne va pas inclure. Alors je vais me retrancher derrière les définitions des OMAR qui font quand même un peu foi. Et puis, je vous ai mis le petit logo de la NMSBA, qui est effectivement, dont vous a parlé Thierry, la Neuromarketing and Science Business Association, qui a justement, qui est assez récente, hein, qui date de cette année, et qui se donne pour mission justement de définir un petit peu tout ce marché et puis d'aider à le structurer en s'appuyant un peu sur les OMAR jusqu'à maintenant. Donc ici, la vision qui est proposée au niveau de tout ce qui est neurosciences et tout ce qui est du coup neuromarketing, c'est justement, en fait, les neuromarketing vont s'appuyer sur un ensemble de méthodes qui vont des neurosciences, donc là on est vraiment dans ce que vient de vous parler Olivier Droulers, avec toute l'étude du système nerveux, jusqu'à la psychologie cognitive, où on est plus dans l'étude des pensées et des sentiments et dans la manière dont la mémoire va fonctionner. Donc avec les neurosciences, ce que vous a présenté Olivier tout à l'heure, c'est vous avez plusieurs manières d'aborder les neurosciences. La première, c'est effectivement d'aller directement vers le cerveau. Et là, on est sur les techniques centrales, sur les mesures centrales du neuromarketing. Et puis, on peut aller vers des mesures périphériques, puisqu'en fait, votre cerveau va réagir à des émotions. Et en réagissant, votre cerveau va aussi provoquer des réactions corporelles, par exemple de la sudation. Et ces réactions corporelles vont pouvoir être mesurées en périphérie grâce à des méthodes physiologiques. Et puis toute la psychologie cognitive avec toutes les problématiques de mesure implicite qui là reposent plus sur des tests et pour voir la manière dont l'information va être stockée ou pas en mémoire.
Si je prends les 3 volets, le premier volet, donc, ce sont les mesures centrales qui là vont aller voir ce qui se passe au niveau cérébral. Vous avez une première technique qui va être l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, qui, elle, va mesurer des flux sanguins à l'intérieur du cerveau. Et cette technique va avoir une bonne résolution à la fois spatiale et temporelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il se passe quelque chose dans votre cerveau, grâce à l'imagerie médicale, on va effectivement pouvoir le voir très rapidement, en temps réel. Donc, on a une très bonne mesure temporelle. Et puis, on va aussi pouvoir très bien localiser où est-ce que cette réaction a lieu au niveau du cerveau. Le deuxième outil qui va nous permettre d'aller voir ce qui se passe dans le cerveau, ça va être l'EEG, donc l'électroencéphalogramme. Donc, ce sont les casques. On voit assez souvent des casques avec des petits capteurs. Et là, on n'est plus sur de la mesure du flux sanguin, on est sur de la mesure de signaux électriques, pareil, toujours à l'intérieur du cerveau. On est sur une mesure directe. Et là, c'est pareil. Au niveau du temps de réaction, on va être très précis. Par contre, l'EEG, au niveau de la localisation, va avoir une moins bonne précision que ne pourra l'avoir l'IRM. Par contre, va présenter d'autres avantages de type mesure en mobilité, puisqu'on va pouvoir se déplacer avec un casque EEG sur la tête. Le deuxième set d'outils, ça va être tous les outils qui vont permettre d'aller vers les mesures périphériques. Alors, les mesures périphériques, il y en a beaucoup. Alors, je vous les présente ici un petit peu rapidement, et ce sont celles qui sont largement reprises par ESOMAR. La première, c'est le Galvanic Skin Response. Donc là, vous allez mettre des électrodes, en général, on le met au niveau des doigts, c'est la conductance palmaire, et on va mesurer une intensité émotionnelle grâce à la sudation qu'il va y avoir au niveau des doigts. Pourquoi on le met sur les doigts? Parce que c'est à cet endroit-là qu'au niveau de la sudation, ça va être le plus sensible. Alors bien évidemment, vous n'avez pas besoin de transpirer à grandes eaux pour que les capteurs que vous mettiez sur les doigts puissent capter cette conductance et cette meilleure conductance. Le deuxième type d'outil, c'est l'électrocardiogramme. Donc là, ce sont généralement présentés sous forme de ceinture qu'on va mettre autour du torse et qui vont principalement mesurer du rythme cardiaque, qui peuvent aussi être associés à de la température, par exemple, et à d'autres types de ce qu'on appelle biométriques, qui vont proposer des mesures complémentaires et qui vont pouvoir montrer, selon la littérature, des orientations positives, négatives, ou voire de la tension face à un certain nombre de stimuli. Après, un troisième outil que je vous présente ici, qui sont les expressions faciales. Alors, les expressions faciales, c'est tout simplement de regarder ce qui se passe au niveau du visage. Évidemment, il faut qu'il y ait une réaction, il faut qu'elle soit visible, sinon on ne va pas pouvoir se servir de ce type d'outil. Et puis après, il y a plein d'outils qui permettent de décoder le visage. On va avoir des outils qui vont être automatiques via des logiciels, ou alors on va pouvoir faire du décodage manuel. Alors, ça présente un avantage que ça peut aussi se faire via des webcams. Il y a des outils qui sont développés pour ça. Et avec ce type d'outils, on va pouvoir mesurer ce qu'on appelle les 7 émotions de base, c'est-à-dire la joie, la colère, la peur, ou neutre si le visage n'a rien, par exemple. Ensuite, un outil qui va, j'ai envie de dire, se fonder un peu sur les mêmes principes que l'expression faciale, sauf que cette fois-ci, on ne va pas avoir besoin de voir la réaction sur le visage. On va mettre des petits capteurs au niveau des muscles du visage, par exemple zygomatique. Et en fait, vous n'avez pas besoin de voir le sourire pour que ces capteurs-là puissent capter une prétention au niveau des muscles zygomatiques et vous montrer que l'activation du muscle zygomatique génère finalement, reflète le plaisir qui est généré par le stimulus que vous allez pouvoir observer. Et enfin, on va aussi, selon cette acceptation large du marché du neuromarketing, on va inclure toutes les mesures d'eye tracking, alors que ce soit de l'eye tracking fixe ou que ce soit de la tracking mobile, qui va finalement donner une mesure d'une attention spatiale que vous pouvez avoir en déterminant où est-ce que les yeux vont se poser sur le stimulus. Pour terminer sur l'ensemble de ces outils, le troisième segment d'outils, ça va être donc les mesures cognitives et affectives qui vont être proposées par des mesures implicites.
en sachant que le plus connu des tests sur les mesures implicites, c'est ce qu'on appelle un IAT, l'Implicit Association Test, mais il en existe de nombreux autres, hein, des méthodes liées sur l'amorçage, le priming, des tests de go-no-go. Les tests dans ce type dans ce segment d'outils sont assez nombreux et assez larges. Et là, l'idée, c'est d'aller voir comment les individus vont associer les mots les uns aux autres. Par exemple, Orangina à pulpe, Orangina à orange. On va avoir des associations qui vont être rapides. Et la clé de ces mesures-là, c'est de ne pas poser une question directe au consommateur, mais de lui faire ce qu'on appelle des tâches distractives et de voir si il répond rapidement ou lentement à ces tâches. Et la vitesse de réponse que lui va avoir au niveau des tâches va permettre de dire que le mot est plus facilement associé en mémoire au stimulus. Donc là, on est sur une mémoire qui va fonctionner en réseau associatif. Voilà. Pour terminer, au niveau des usages, ils sont très nombreux et il y en a certainement encore d'autres à découvrir, hein, mais on va les utiliser, et puis c'est ce qui va vous être montré par les différents intervenants ici au travers d'études de cas. Ça va pouvoir être utilisé sur du packaging, ça va pouvoir être utilisé sur de la publicité, dans des études shopper, hein, des shopping trips, et puis voir justement comment les individus réagissent dans différents rayons, sur des problématiques d'innovation et de recherche et développement, sur des problématiques produits avec de la dégustation. Voilà. Les usages sont très nombreux à partir du moment où on veut réussir par ces techniques-là à capter quid de l'émotion ou des réactions non verbales. Avant de vous lancer dans ce type de technique, finalement, il y a peut-être un conseil, puisque vous le voyez, alors j'ai un temps relativement limité, donc j'ai essayé de vous faire un panorama assez large des outils. Ce que je voudrais vous faire passer comme message, c'est que les outils, il n'y en a pas des bons d'un côté et des mauvais dans d'autres. Il y a une palette d'outils qui sont à votre disposition, qui font comprendre les avantages et les inconvénients, et qu'à partir de ces avantages et ces inconvénients, il faut sélectionner l'outil qui va être le plus adapté par rapport à votre problématique. Et vous avez Esomar qui propose un petit guide justement pour vous aider à vous poser les bonnes questions et pour essayer de voir un petit peu quel outil a quel avantage, quel outil a quel inconvénient. Donc ce guide, vous le trouverez sur le site d'Esomar. Il va rentrer un petit peu plus en détail sur chacune des techniques que je vous ai présentées ici, en vous soulevant dans quel type de problématique l'une est plus adaptée et l'autre moins, et inversement. Voilà, sur ce, j'ai terminé. Je vais laisser la parole à la personne suivante. Merci. Merci beaucoup, Étienne. Nous allons effectivement passer à cette grande partie autour des cas pratiques, avec les 4 cas, donc celui qui sera exposé par Sofres, par Michel Reinhardt, le second par Richard Bordenave de BVA. Nous passerons en fait au cas partagé, Brain Impact Coty avec Arnaud Petre et Catherine Modquin. Et enfin, nous passerons la parole à Mediamento et à Dorothée Rieu. On commence donc par Sofres, Michel Reinhardt. Donc vous l'aurez compris, je ne vais pas vous parler en théoricien, je vais plutôt vous parler en praticien, puis ça tombe très bien que les précédents intervenants aient déblayé un peu le terrain. Je voudrais juste revenir sur ce que disait Olivier tout à l'heure. J'aime beaucoup cette idée du fait qu'on fonctionne de manière inconsciente et beaucoup. Je vous livre juste une réflexion qui m'est venue, des choses qui m'ont été rappelées, c'est de réfléchir sur la non-préméditation de la parole. Par exemple, j'ai beau répéter beaucoup, chaque chose que je vais vous dire à l'instant ne peut pas être préméditée, je suis obligé de lâcher sur le moment, et ça parle beaucoup plus que je ne parle. Réfléchissez, c'est assez vertigineux, parfois ça fait un peu peur. Voilà. Alors, moi je vais vous parler, je vais essayer de fixer l'idée sur un peu la philosophie, c'est un grand mot, mais enfin ce sur quoi on s'est arrêté pour bâtir les méthodos à partir duquel désormais on travaille. Premier point, comme il y a beaucoup de théories là-dessus, je vais être assez rapide, mais l'idée c'est que les neurosciences telles qu'on les a compris, telles qu'en tout cas on voudrait les intégrer, ne s'opposent pas aux études de marketing classique. Elles, et c'est ce qu'on va s'efforcer de montrer dans les quelques exemples très rapides que j'ai choisis, c'est qu'elles sont là plutôt pour se combiner à des méthodes plus ou moins classiques et qu'elles sont là pour affiner le diagnostic. C'est un peu ça le premier point. Le deuxième point, et là, ce qui vous est présenté, c'est de manière extrêmement raccourcie et probablement extrêmement fausse face aux éminences qui sont présents ici, c'est, on va dire, les mécanismes de saisie et les mécanismes décisionnels de l'être humain.
avec cette idée assez simpliste, mais probablement assez juste quand il s'agit de fonctionner dans le pratique, qu'il y a probablement des choses qui relèvent d'abord et avant tout de l'ordre de la pulsion, des choses qui relèvent, on va dire, du désir, hein, très, très, très basique, si on peut dire, puis un deuxième temps, des choses qui sont plus élaborées et qui, du coup, mettent en jeu de l'imaginaire et des constructions d'images et des projections et de l'affectif, etc. Même si précédemment, on avait également des émotions. Et puis après, on passe à la rationalisation, éventuellement à l'action. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que pour nous, en tout cas, les neurosciences interviennent, ça a été déformaté effectivement Thierry, que les neurosciences interviennent et peuvent nous raconter des choses sur tout ce qui concerne à la fois le préfil, hein, donc tout ce qui relève de l'instinct, tout ce qui relève, et également de ce qui relève de l'émotion. Et le Kali, puisque je vous parle ici beaucoup de combinatoires entre les méthodologies Kali et les neurosciences, travaillent elles, et vous voyez qu'il y a un overlap, sont capables de travailler sur l'ensemble. Ce qui est intéressant, c'est le caractère l'overlap des deux méthodologies et voir jusqu'à quel point les unes peuvent apporter des choses aux autres et vice-versa. Surtout au Kali, bien sûr, parce que nous, on fait plus du Kali que du neurosciences. Et donc, le BioQual, qui est un peu le process et la méthodologie que chez TNS on applique, eh bien, se situe dans cet environnement-là et attrape à la fois les neurosciences et les techniques projectives beaucoup utilisées dans le cadre des prétests Kali. Donc, qu'est-ce que c'est que l'approche BioQual? Elle consiste de manière très systématique à combiner, c'est pour ça que je vous disais également complémentarité, elle consiste à combiner de manière assez systématique des mesures biométriques, je vais vous dire très rapidement de quoi il s'agit, mais Étienne vous a déjà beaucoup parlé de ça, donc on en a 3, et des focus group Kali classiques, ça peut se faire également, j'imagine aussi, avec des entretiens qualitatifs classiques, mais en tout cas, nous, on l'a travaillé avec des groupes Kali. Alors, à quoi servent les uns et les autres? D'une part, les mesures biométriques par l'électroencéphalogramme, ce que j'appelle de manière rapide l'électrodermal, c'est-à-dire, je crois que c'est tout ce qui touche à la peau et aux réactions de la peau, et à l'eye tracking, qui est déjà plus connu, permettent de mesurer respectivement par l'électroencéphalogramme tout ce qui relève en gros de l'émotion et tout ce que j'allais dire qui vous embarque dans une adhésion ou une répulsion à l'égard de choses qui vous sont montrées. Hein, on est de l'ordre de la motivation dans cette affaire-là, ou de l'ordre de l'identification ou de l'implication. On peut appeler ça un peu comme on veut. De l'activation donc, qui relève du derme, et là on est beaucoup plus dans l'infraréaction, les premières réactions qui vous montrent ce qui relève de l'ordre, j'allais dire, du désir, envie, pas envie, etc. Et qui, là du coup, on n'a pas d'indication précise sur ce qui relève du positif ou du négatif, contrairement à la pertinence précédemment. Et enfin l'eye tracking, évidemment, qui est très intéressant dans l'affaire parce qu'on peut relier dans les courbes qui nous sont montrées à la fois ce que les gens perçoivent, ce à quoi ils réagissent. Il y a des corrélations, évidemment, entre tout ça. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on obtient à partir de là? Moi, c'est ma manière à moi de le dire, c'est qu'en croisant toutes ces informations-là, ces informations biométriques-là, on dispose de ce que j'appelle, moi, des indicateurs de cadrage qui nous disent comment des choses... Alors, plus objectif, entre guillemets, pour en discuter si vous voulez, mais en tout cas, c'est de l'enregistrement c'est le corps qui parle, hein, d'une certaine manière, donc des indicateurs de cadrage objectif sur tout ce qui est saisi, extrêmement intuitive, extrêmement rapide, extrêmement spontanée, qui n'est pas toujours très facile à verbaliser, en particulier tout ce qui relève du préfil, même si on sait qu'il y a d'éminents représentants du Kali ici. Ici, on a aussi des techniques, en particulier des techniques projectives, qui sont capables de faire ça, mais néanmoins, ce n'est pas si facile que ça. Donc, d'avoir un cadrage de toutes ces données-là, on sait bien sûr que la communication se capte dans un temps extrêmement rapide. Donc, c'est important de pouvoir arriver à capter tout ça. Alors, j'ai une façon aussi de le dire qui est une manière un peu de banaliser peut-être ça, mais je trouve que d'une certaine manière, et là encore je m'adresse plutôt à des gens qui connaissent bien les techniques qualitatives, quand on fait un questionnaire auto-administré avant de passer au focus group, c'est très exactement la fonction du questionnaire auto-administré qui consiste à cadrer les choses. On a besoin de savoir rapidement, de manière extrêmement rapide, comment les gens captent, saisissent extrêmement rapidement, extrêmement spontanément les choses. Ça nous donne des éléments de cadrage à partir duquel on mène l'analyse, croisée évidemment avec les
groupes qui suivent avec la verbalisation. Et puis il y a des groupes, alors il y a à la fois, en tout cas dans la phase expérimentale à laquelle on est, à la fois des groupes biométriques, c'est-à-dire une partie des gens qui ont été soumis aux tests biométriques que l'on reprend et avec lesquels on travaille, je vais vous dire rapidement comment, mais on prend également, on va dire, des groupes témoins qui, eux, n'ont pas du tout été soumis à la chose, aux mesures biométriques avec qui on travaille également. Néanmoins, on travaille exactement de la même manière avec eux, à la fois une exploration très qualitative, très classique, qui permettent de comprendre le contenu, enfin les choses assez classiques du CALI, le contenu émotionnel qui est mobilisé, les mécanismes d'application, les mécanismes de compréhension, etc. Et puis, on confronte également les gens aux résultats des tests. Donc ici, des choses se sont passées. Comment peut-on l'expliquer? Évidemment, on ne leur donne pas d'image subliminale pour forcer, tel que nous l'a rappelé Olivier tout à l'heure. C'est vraiment, ils réagissent en tâchant d'expliquer potentiellement les choses. Voilà. Donc, au final, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient quelque chose qui, premièrement, qui nous permet de vérifier qu'à un niveau, et je vais vous montrer des choses tout à l'heure, qu'à un niveau très, très spontané et non maîtrisé, qu'on a à la fois des facteurs, des mécanismes d'implication, des mécanismes qui font réagir les gens positivement ou négativement, et qu'il y a également donc des facteurs d'activation qui peuvent emmener les gens, donc c'est l'histoire de la peau, qui peuvent emmener les gens vers de l'action, envie de faire, envie de passer à l'acte si on veut. Et puis, on a de l'analyse, bien sûr, là c'est du CALI, de l'analyse de contenu et du sens, et enfin, dernier point qui a sauté, mais je m'en souviens, par rapport à des analyses classiques, qualitatives classiques, ça permet d'avoir des éléments de preuve ou des éléments d'information sur ce qu'on a cru décoder également en CALI. Donc c'est vraiment un aller-retour entre les deux qui nous permet d'apporter du diagnostic. Alors, retour d'expérience, vous allez voir, je vais assez simple. On part, alors tout ça s'est passé sur du print, mais ça n'a pas beaucoup d'importance dans cette affaire-là, je vais être très rapide. Premier cas, on est dans un cas que j'ai appelé comme ça, c'est sans risque, mais sans gain du tout. Si on prend les résultats du CALI, les résultats du CALI sont tout à fait positifs. On a des évocations positives, le message est compris, il est plutôt séduisant. On le comprend assez bien quand on fait du CALI et quand on les fait travailler. Eh bien oui, effectivement, on est dans le code assez habituel de la marque. On ne fait pas bouger grand-chose. Les choses se passent tout à fait convenablement. Si on s'en tient là, on n'a pas de raison particulière de donner un résultat négatif et de ne pas donner une recommandation pour y aller, modulo éventuellement quelques optimisations ici ou là. Quand vous regardez les choses du point de vue des mesures biométriques, vous constatez courbe d'en haut. Donc, encore une fois, ce qui relève, on va dire, de ça vous embarque ou ça vous embarque pas, vous êtes dans l'implication ou pas, on se rend compte que tout au long de l'expérimentation, quelque chose se passe de cet ordre-là au tout début, et puis que très rapidement, ce qui relève de toute cette dimension-là, eh bien, devient complètement flat. C'est-à-dire qu'il se passe au fond pas grand-chose après le premier moment. Et que du point de vue de l'activation, c'est-à-dire en gros ce qui vous fait réagir du point de vue du désir ou pas, il ne se passe pas grand-chose sauf à la fin où probablement on peut imaginer qu'un packshot, quelque chose comme ça, est déclencheur de quelque chose. Moralité, ce que l'on est en train de comprendre, c'est que, évidemment, tout ça croisé, les informations étant croisées, c'est qu'on a affaire à une copie qui est plutôt rassurante, qui est plutôt attendue, qui est plutôt dans les codes, qui ne fait pas de mal, mais qui en réalité, dont on peut se poser réellement la question de savoir jusqu'à quel point effectivement cette copie va faire agir, va faire bouger les choses, va construire des choses dans la durée et va être efficace. Deuxième exemple, qui est une logique de rupture. Et là, je vais partir effectivement d'abord des mesures biométriques où on voit qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais il y a quand même quelque chose, il ne se passe pas grand-chose du point de vue, encore une fois, de l'implication, de tout ce qui relève un peu de l'imaginaire, est-ce que vous êtes embarqué ou pas. Vous voyez que la courbe est très flat, puisqu'elle est jeune là-haut, il ne se passe pas grand-chose, mais que du point de vue de l'activation, c'est-à-dire du point de vue du désir, du faire, etc., il semble qu'il se passe un certain nombre de choses. Ce que l'on comprend assez bien dans cette affaire-là, en analyse et puis en croisant avec le CALI également, on comprend qu'effectivement, il y a des choses dans cette annonce, qui était une annonce presse ou une affiche, peu importe, mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a des éléments de mouvement, des sensations de dynamisme, etc., qui vont jouer. Donc, des questions se posent, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un problème d'imaginaire négatif? Si tel était le cas, on aurait d'ailleurs des choses qui seraient sous la ligne, probablement. En tout cas, est-ce qu'il y a un imaginaire qui ne fonctionne pas? On risque une faible attribution? Est-ce qu'on peut exploiter ce potentiel d'activation qui semble vouloir éventuellement faire agir les gens? En tout cas, voilà. Et donc, le CALI, quand on travaille avec le CALI, on voit très bien que globalement,
Il y a beaucoup de choses qui relèvent de l'incompréhension, de la mise à distance, que les gens ne comprennent pas où les choses vont aller. On est très clairement, quand on les fait travailler, on comprend bien qu'on est en gros dans du décalage, dans des choses qui sont un peu à contre-emploi et que, en conséquence, on pense qu'il y a une vraie copie ici qui est à écarter parce que l'imaginaire potentiel est très confus. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il prend pas forme, qui est très étranger, voire quand on y réfléchit, pas forcément négatif, mais quand on le travaille en projectif classique, qui est antagonique à la marque et qui risque évidemment d'embrouiller les cartes. Donc ce qu'il y avait de potentiel éventuellement d'activation, on voit bien qu'évidemment il ne faut pas aller l'utiliser. Troisième cas qui est assez intéressant, qui est ce que j'ai appelé ici une performance en trompe-l'œil. C'est-à-dire que si vous regardez ça, vous avez un résultat qui est assez formidable, puisque à la fois du point de vue de l'implication, de la pertinence, on est en train de mobiliser des éléments d'image et d'imaginaire tout à fait positifs. Vous voyez que tout le long, ces choses rouges disent que c'est chaud, hein, que ça marche bien, et vous voyez que c'est haut tout le temps, hein, donc des choses importantes se passent, et qui mieux est, on a des éléments d'activation, c'est-à-dire des choses qui vont relever du désir, qui donnent envie de passer à l'action. Donc tout va bien, on se dit qu'on a des vrais indicateurs positifs. Par parenthèse, comme on le mesure avec hommes et femmes, il y a un truc qui est assez bizarre déjà, c'est que si je vous avais montré la courbe des femmes, elle est négative. Elle est négative, c'est-à-dire que là où on a du rouge là-haut, et bien chez les femmes, ça passe sous la ligne et ça devient bleu. Bon, déjà, il y a des choses un peu bizarres. Mais en fait, qu'est-ce que dit le GALI? Parce que jusque-là, vous faites ça, poum, vous lancez, hein, ça marche bien. En fait, on se rend compte, effectivement, en les faisant travailler, qu'on a un imaginaire très positif pour une cible jeune et mâle. Je vous le fais en simple, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est un peu comme si on voulait vendre des voitures, ou ça arrive souvent, avec une très belle femme. Et donc, effectivement, ça fait plutôt réagir positivement la cible jeune et mâle. Et donc, elle est assez impliquée, son cerveau réagit positivement. C'est assez logique, hein, globalement. Mais on se rend compte qu'en travaillant, que tout ça a un très faible écho avec l'univers de consommation, un très faible écho avec la marque. On a des codes et des valeurs décalées de marque, avec une capacité donc à faire agir, mais qui ne mobilise pas apparemment les motivations classiques de l'univers et qu'on est en droit d'attendre de l'univers. Alors, il y a une question qui se pose ici, c'est de se dire que, malgré tout ça, est-ce qu'il faut qu'on vende la belle voiture? Encore une fois, ce n'était pas le cas, mais est-ce qu'il faut qu'on vende la belle voiture avec une belle femme? On se rend compte en travaillant, c'est la question que je pose en bas, c'est est-ce qu'il faut surfer sur la bonne mécanique, hein, cette mécanique assez vertueuse qui mobilise les gens et qui en même temps semble vouloir les faire passer à l'action? Non, pour au moins deux raisons. D'abord parce que le message globalement n'est pas très clair et qu'on est sur les motivations, mais le plus important, c'est qu'on est très clairement en divergence avec des valeurs de marque dans cette affaire, et qu'en particulier, la marque voulait à la fois mobiliser hommes et femmes, et que par ailleurs, elle est sur des valeurs extrêmement consensuelles et pas du tout sur les valeurs qui sont débloquées dans cette affaire-là. Donc vous voyez comment les choses ici se combinent, etc. J'en ai terminé, j'espère que je n'ai pas passé les 10 minutes. Donc la vérité ici, c'est intéressant, elle est à la croisée des chemins, on voit bien comment les mesures biométriques d'une part et le CALI classique d'autre part sont capables de s'informer l'un l'autre de manière à donner des diagnostics importants et à être capables de faire passer, on va dire, les observations et les analyses qualitatives classiques à une capacité de donner des diagnostics sur l'efficacité publicitaire et avec de bonnes explications. Donc l'idée, est-ce que c'est utile pour nous pour l'instant? Oui, absolument. Imposture, probablement pas. Il y a des scientifiques qui sont là pour nous expliquer exactement comment ça marche. Est-ce que c'est un Graal au sens où ça va vous révéler la vérité de la saisie et qu'on va pouvoir à la fois trouver la pierre philosophale dans cette affaire-là? Évidemment pas. Vous avez vu combien il est nécessaire d'interpréter, d'analyser. C'est toujours le métier des études en général. Et où est-ce qu'on sait? Écoutez, nous, on a commencé à travailler là-dessus, on continue d'apprendre et puis on se fera un plaisir de continuer à vous transmettre nos expériences. Voilà. Merci Michel. Nous allons donc parler de communication et nous enchaînons avec Richard Bordenave qui va nous parler, lui, de packaging. Bonjour à tous. Alors je vais faire appel à votre expérience de shopper, la dernière fois que vous êtes allé faire des courses. Est-ce que vous vous rappelez du dernier nouveau produit que vous avez acheté? Alors plus compliqué, est-ce que vous vous rappelez du dernier nouveau produit que vous n'avez pas acheté? C'est beaucoup plus compliqué de se souvenir de ce qu'on n'achète pas, et heureusement parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on remet dans les rayons et on ne s'en souvient plus parce que tout ça va très très vite. Et en grande consommation, je vais vous parler de packaging en grande consommation, les décisions se prennent en quelques secondes et l'avenir d'un nouveau produit se joue là, à ce moment-là, ce moment de vérité où finalement votre consommateur va décider de prendre votre produit, de l'acheter ou au contraire de le reposer. Et notre vocation, c'est d'essayer de comprendre ces moments-là pour pouvoir vous aider à ce que la décision aille dans le sens qui est favorable à la marque pour laquelle nous menons les études. Alors,
nous savons qu'en termes de perception, comme tout va très très vite, il y a une chose qui est très très importante pour le packaging, c'est ce qu'on appelle la première impression. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, tout de suite, il se passe quelque chose, et en général, cette première impression, elle reste. Et elle influence aussi la seconde. Et c'est justement pour comprendre cette première impression dans le rayon, au moment où je découvre un nouveau produit, et où finalement je suis dans un schéma où je suis plutôt en train de faire mes courses de manière un peu automatique, j'ai des réflexes, j'ai des habitudes, et finalement je traite l'information très très vite. Eh bien, ce qui nous intéresse ici, c'est d'arriver à comprendre et de mesurer tout ce qui se passe dans ces quelques secondes avec un certain nombre de métriques. Donc nous avons une boîte à outils, alors on l'a appelée la First Impression Metrics, dans laquelle vous allez trouver un certain nombre d'outils qui ont déjà été présentés, comme l'eye tracking, comme des outils d'exposition rapide opaque, qui permettent de comprendre comment un packaging est vu, comment un packaging est décodé en quelques instants. Et depuis maintenant juin 2011, nous avons rajouté en fait des mesures physiologiques, mesures des émotions, donc mesures du système périphérique, qui vont nous permettre de comprendre comment s'articule la décision. Et là, si je reviens un peu à la théorie, à notre maître à penser qui est Kahneman, qui a écrit un bouquin que je vous recommande très chaudement, qui est en train aujourd'hui qui est à la fois le fondateur de l'école de l'économie comportementale et qui est en train aujourd'hui de beaucoup influencer le monde des études. Kahneman a écrit un bouquin qui s'appelle Thinking Fast and Slow, où il explique avec moult détails comment fonctionne notre cerveau, qui a deux systèmes en fait, qui fonctionnent, un qui fonctionne en permanence, ce qu'il appelle le système 1, qui vous permet très vite de prendre des décisions sans même vous en rendre compte. C'est un système intuitif, émotionnel, qui vous permet de faire vos courses, de conduire, avec des tas de choses qui sont très automatisées. Et puis un système 2, qui lui est mobilisé uniquement quand vous avez besoin de réfléchir aux choses, d'arbitrer, de peser. Et ce système 2 n'est activé que si le système 1 lui dit « regarde, attention, il y a un truc qui mérite ton attention, focalise-toi ». Et à ce moment-là, le système 2 se met en route, mais le système 2 est très consommateur de ressources. Et comme nous sommes très fainéants, on s'arrête très souvent au système 1. Et donc, pour nous, comprendre le système 1, c'est ce qui va déterminer ce qui va se passer dans la suite et dans l'acte d'achat. Vous ratez la première marche, vous ratez toute la marche. Donc, les neuromarketing et les neurosciences, on les a intégrés en fait dans cette boîte à outils de compréhension de ces comportements. Mais alors attention, au risque de décevoir ceux qui pensent qu'on pourrait imaginer trouver dans le cerveau des gens une zone qui s'active au moment où l'intention d'achat va être positive, non. Aujourd'hui, notre parti pris chez BVA, c'est que les neurosciences sont là pour nous aider à comprendre, à améliorer les choses, mais certainement pas pour prédire. D'abord parce que pour prédire, on part du principe que ce qui prédit le mieux le comportement, c'est le comportement. Donc toutes les mesures prédictives aujourd'hui sont mesurées dans des environnements réels, donc en magasin test, avec un certain nombre de simulations où le consommateur est en situation et va prendre lui-même des décisions qui vont nous permettre de mesurer combien la performance du packaging est bonne ou pas. Le combien est intéressant. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est le pourquoi. Pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas. Et là, la boîte à outils diagnostic dont on a parlé intègre, on a parlé de mesures type eye tracking, mais on intègre aussi bien sûr la vidéo, puisque le codage vidéo nous permet de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et de comprendre aussi qu'un consommateur ne choisit pas qu'avec sa tête, il choisit avec ses sens. Même pour un produit, un parfum, on l'imagine, mais un produit cosmétique, il y a une sensorialité qui va rentrer en compte dans la décision. Donc, les neurosciences s'intègrent dans cette partie du milieu où les mesures non verbales vont nous apporter tout l'éclairage entre guillemets du système 1, alors que les mesures plus déclarées vont nous amener ce que, après rationalisation, le consommateur est capable de nous restituer. En ayant les deux, c'est là que vous avez les meilleures recommandations, puisque vous pouvez confronter ce qui est dit d'un côté, ce qui est fait de l'autre, et ce qui n'est pas conscient d'un troisième. Et en faisant la combinaison des trois, vous trouvez des leviers d'achat qui sont parfois des choses très très simples, mais qui font réussir la première marche, de façon à ce que votre idée, votre concept soit finalement accessible au consommateur, parce qu'il peut être très très bien, mais il y a un problème d'exécution qui à un moment va faire rater la marche, va faire que le produit n'est pas vu ou que le produit n'est pas compris, parce qu'en quelques secondes, votre cerveau ne l'a pas traité comme vous le souhaiteriez. Donc, le type de questions auxquelles on peut répondre beaucoup mieux maintenant avec les neurosciences, c'est par exemple, j'ai deux packaging, de flacons, lequel va être celui qui connecte le mieux émotionnellement avec ma marque et avec ce que je veux raconter en termes de promesse marketing. Je peux vous poser la question. La question va être toujours très rationalisée et peut-être un petit peu compliquée en termes de réponse à interpréter. Avec une mesure physiologique, on va voir spontanément ce qui se passe entre, par exemple, ces deux packaging.
Mais c'est vrai aussi pour d'autres aspects de type, quand vous vendez un produit avec un pack shot, vous avez plein de façons de représenter, alors j'ai pris des exemples sur 2 cookies, quel est celui qui vous donne le plus envie spontanément? Alors vous trouverez toujours une réponse. Mais il se trouve que là, en la mesurant dans les quelques secondes où je vous le présente, eh bien, j'aurai une réponse sur ce qui va se passer dans la vraie vie quand j'ai quelques secondes pour comprendre le produit et le décoder. Bien sûr, le décoder sans poser de questions au consommateur. C'est un des apports des neurosciences, c'est justement de ne pas poser de questions. Si je pose la question au consommateur, est-ce que ce sticker nouveau valorise le nouveau bonbon que j'ai rajouté dans cet assortiment, en général, il répond oui. C'est-à-dire, oui, c'est nouveau, ça apporte quelque chose. Rationnellement, il se passe des tas de choses. Et j'ai pris le temps, d'ailleurs, de décoder tout ce qu'il y avait écrit. C'est un bonbon à la réglisse. Tout se passe bien. Maintenant, si je fais un test avec une mesure physiologique, et un peu d'eye tracking, je vais me rendre compte qu'en collant ce sticker ici, j'ai masqué une des zones essentielles qui crée de l'attractivité, c'est finalement les bonbons et les formes de bonbons qui me donnent envie. Donc, entre ce que j'ai obtenu d'un côté en termes de discours rationnel, oui, ce bonbon est peut-être très intéressant, mais en collant le sticker là, vous mettez vous-même une balle dans le pied en masquant un autre levier d'achat qui, lui, n'est pas évident à verbaliser, mais qui finalement est très très important au moment de la décision dans le rayon, c'est « ça me donne envie ». Voilà. Alors on peut faire des tas d'autres choses, comme on le sait, l'émotion est quelque chose d'extrêmement important dans la prise de décision. Il y a des rayons entiers où on peut diagnostiquer la valeur émotionnelle des marques, et on va se rendre compte, je vous montrerai quelques exemples, qu'on trouve des choses extrêmement discriminantes entre les marques. Alors, pour faire ça, on utilise 2 mesures. Là, on est plutôt dans une approche quantitative, même en quali, c'est-à-dire que le nombre d'individus pour observer ce type de mesures, il faut un minimum d'une trentaine. Et là, on va avoir 2 types de mesures. Un, l'engagement émotionnel. L'engagement émotionnel, on va le mesurer avec la réponse électrodermale. C'est finalement, vous me présentez quelque chose, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça me fait quelque chose? Est-ce que je suis engagé émotionnellement? Je vais le mesurer avec la réponse électrodermale, donc une petite électrode sur le doigt. Et puis, c'est important de savoir si la réponse globale est forte, mais est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est négative? Et là, on va utiliser ce dont parlait Étienne, l'électromyographie faciale, c'est-à-dire des petites électrodes qui sont collées soit sur les corrugateurs, qui sont des marqueurs du déplaisir ou de l'aversion. Vous savez vous-même, quand il y a quelque chose qui vous met à distance, eh bien, vos muscles ici se prémobilisent. Et la même chose pour le plaisir, mais avec les zygomatiques. Donc, avec ces 2 indicateurs, on va pouvoir mesurer les effets positifs ou négatifs. Alors, comme en général, le marketing cherche à faire plutôt des choses qui font plaisir, on a développé une mesure en fait continue sur la partie plaisir pour pouvoir discriminer entre elles les différents stimuli. Mais dès qu'il y a un niveau d'aversion qui nous paraît intéressant à signaler, eh bien, on va le signaler avec un petit triangle orange, comme vous le voyez là. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on vous met les petites électrodes. Je vais vous montrer les outils que nous avons développés. Alors, on a fait appel à l'expertise de l'IGR de Rennes, sous la houlette d'Olivier Droulers, pour nous aider à finalement concevoir, passer de choses qui sont, en termes d'expertise du domaine du médical, qui sont très compliquées à interpréter, à des choses comme celles que vous venez de voir, qui sont des tableaux de bord et des indicateurs qui permettent de comparer les choses entre elles. Donc vous avez ici les 2 techniques, l'électrodermal activity, donc 2 petites électrodes sur le doigt, qui permet de mesurer l'engagement, et de l'autre côté, l'électromyographie faciale, avec un capteur ici et un capteur là, qui permet de mesurer l'aversion et le plaisir. Il y a 5 électrodes en tout dans cette méthode-là. Vous êtes équipé avec tout ça, et qu'est-ce qu'on fait? On vous met devant un écran ou devant un rayon avec des images, et là on va mesurer ce qui se passe en termes de flux émotionnel. Si je vous présente des choses, tiens, comment les choses évoluent. Les choses qui, vous savez spontanément qu'elles vont créer un sentiment plus ou moins positif. Et en fonction de la réception de ces images, eh bien, on va mesurer toutes ces réactions. Dans ces images, il y avait des images qui sont utilisées en psychologie qui s'appellent les IAPS, International Affective... comment ? Picture System, voilà, qui est en fait un système de mesure qui a permis de normer en fait la valeur émotionnelle des images et qui nous a permis, nous, de vérifier en mesure à la fois d'engagement et de plaisir comment elles se positionnent. Donc sur ce mapping, vous avez ici le niveau d'engagement, le niveau de plaisir, et dès qu'il y a un petit triangle rouge, c'est qu'il y a aussi de l'aversion, puisqu'on peut avoir à la fois du plaisir et il peut y avoir aussi des éléments d'aversion dans une image. Donc ici, vous avez un cadran où, bon, bien sûr, on retrouve le bébé en haut à droite,
Alors là, les images sont forcément caricaturales pour forcer le trait, mais le bébé est à la fois quelque chose qui est très engageant émotionnellement et qui génère beaucoup de plaisir. Un requin, en revanche, va être très engageant émotionnellement et par contre va générer très peu de plaisir et de l'aversion. Des images un peu plus ambiguës, là vous avez en bas une image avec des personnes dans de l'eau. Alors en termes de plaisir, elle est suffisamment esthétique pour générer un niveau de plaisir intéressant, mais on constate aussi de l'aversion, puisque vous pouvez constater que c'est une image très ambiguë. On ne sait pas bien si c'est des touristes au bord de l'eau ou des gens inondés chez eux. Donc le bouquet de fleurs est un petit peu plus neutre, on a beaucoup d'engagement et un niveau de plaisir moyen. Voilà, ça c'est pour vous montrer un peu le type de classement qu'on peut, enfin de hiérarchie qu'on peut établir avec ces deux indicateurs. Maintenant, ça marche aussi pour, bien sûr, du packaging, puisqu'on était là pour ça. Je vais vous donner un exemple. Alors, qu'on a réalisé là sur un certain nombre de marques du segment des biscuits, où vous allez retrouver, encore une fois, sans jamais poser de questions aux consommateurs, une marque comme Bonne Maman, qui a un très fort capital émotionnel, eh bien oui, on peut vous le confirmer. Émotionnellement, dès que vous voyez ce Vichy, il se passe spontanément. À la fois, vous générez des niveaux de plaisir qui sont extrêmement élevés et des niveaux d'intensité d'engagement qui sont très très forts. Une marque comme Prince, par exemple, n'est pas très loin non plus. Alors, probablement pour d'autres raisons, et c'est là que je dis, ce mapping, il n'a qu'une vertu, c'est de pouvoir amener un élément d'explication complémentaire à une étude que vous faites par ailleurs, qui a un objectif. Et donc on va partir de votre objectif pour savoir si cet outil amène un éclairage complémentaire ou pas, ou s'il a besoin d'être utilisé en quali ou en quanti, sachant que cet outil est décliné en fonction de ses usages, mais que tout ce que je viens de vous dire pourrait tout à fait s'appliquer à d'autres types de supports, puisque à la fois en termes de publicité, de print, ou de tout autre usage, vous avez je dirais la notion de première impression qui peut rentrer en jeu dans la formation en fait de l'imaginaire qui va se faire ensuite. Voilà. Donc neuromarketing, imposture ou ouverture, pour nous c'est ouverture et elle est extrêmement importante. Donc on est toujours en phase d'apprentissage. On a encore trouvé de nouveaux usages, on teste d'autres usages aujourd'hui. On est prêt à tester avec qui a envie d'essayer de voir l'apport, entre guillemets, de cette mesure complémentaire, comme je crois on l'a déjà dit, avec l'ensemble des autres mesures que nous proposons. Voilà. Merci Richard. Donc nous avons parlé communication avec Michel Reynard, nous avons parlé packaging avec Richard Bordenave, et maintenant nous allons parler parfum avec Arnaud Pétré et Catherine Matquin. Changement de technique quand même pour... J'étais frappé en regardant les images défiler, de regarder un petit peu les expressions des visages, et c'est très hétérogène en fait. Il y a des visages très expressifs et d'autres beaucoup moins. Il y a quand même cette difficulté-là, non ? La technique se met en place. C'est un peu pas génial. Hein. Vous avez si vous laissez le doigt appuyé. Ah, voilà, c'est bon. Ouais. Merci, en 10 minutes, s'il vous plaît. Bonjour. Donc, on va essayer de vous expliquer, Catherine et moi, de vous montrer un petit exemple de recherche en neuromarketing, bien que moi je trouve le terme neuromarketing n'est pas forcément très heureux. Mais comme les fauteuils sont confortables et que je sens un certain assoupissement, je propose de vous faire un petit test auparavant. Donc voici le petit test. Ceux qui le connaissent n'en parlent pas aux copains. Il y a ici des basketteurs. Il y a des basketteurs avec un t-shirt blanc et des basketteurs avec un t-shirt noir. Ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de compter le nombre de passes du ballon de basket entre les joueurs qui ont un t-shirt blanc. Les joueurs qui ont un t-shirt blanc jouent ensemble et les joueurs avec un t-shirt noir jouent ensemble. Comme on est des êtres rationnels, dominés par un cerveau conscient,
on devrait normalement tomber sur le même nombre de passes. Ça paraît logique puisqu'on regarde tous le même film. Donc on va compter ensemble le nombre de passes entre les joueurs à t-shirt blanc, vous comptez dans votre tête, vous essayez de respecter le silence pour ne pas perturber votre voisin si vous êtes perdu, et puis après on voit si on a le même nombre. Est-ce que vous êtes prêts? Derrière aussi? Ça va. Attention, c'est parti. Alors, qui a compté 13 passes? Levez la main. 14 passes, levez la main. Oula. 15 passes, levez la main. Qui a vu le gorille? Ah. Là, il y en a à peu près, je dirais, les 2 tiers qui disent quoi, qui est le gorille. Donc, je vous promets, je vous repasse la même vidéo. Elle dure 22 secondes, et sur les 22 secondes, il y a un gorille qui se trimballe, enfin, quelqu'un déguisé en gorille qui se trimballe pendant 11 secondes. Vous allez me dire, mais enfin, non, c'est pas possible. Voici le gorille. Il arrive, il fait goulou goulou, donc on ne peut pas dire qu'il est discret, et puis il s'en va. Bon, ce petit film est un truc bien connu des psychologues sociaux, mais ça illustre l'attention sélective. Enfin, ça illustre aussi finalement que dans notre cerveau, il se passe un tas de choses passionnantes dont on n'a pas toujours conscience. Donc le gorille, c'est un peu le côté inconscient de notre cerveau. Et finalement, le choix d'un produit, est-ce qu'on aime ou pas un parfum, c'est un petit peu ce côté gorille. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'on aime un parfum pour X et X, Y raison, mais ce n'est pas toujours malheureusement ce qui se passe dans notre cerveau, et ce n'est pas en mesurant forcément ce que vous déclarez du parfum qu'on va réaliser ou qu'on va parvenir à trouver un parfum qui en fait satisfasse tout le monde. Donc il y a une sorte de lac, il y a une sorte de gap entre ce que les gens déclarent et ce que finalement, ce qui se passe vraiment est le vrai comportement. Alors, nous, notre société, je pense les gens avec qui on travaille, on pense en effet que les neurosciences et le neuromarketing, en tout cas plutôt les neurosciences, l'imagerie fonctionnelle, l'imagerie cérébrale, permet de prédire en partie quand même les comportements. Même si on est juste au début, il y a pas mal d'études scientifiques, je pense, sur l'achat notamment de pralines et des choses comme ça, l'achat de chocolat belge, qui permettent de montrer ça. Alors, très rapidement, l'IRM a été développé dans les années 70. Donc, la différence, vous voyez ici en la première photo, ça c'est une IRM, donc c'est une sorte de scanner de votre cerveau. Et on ne voit pas ce qui se passe dans ce cerveau, c'est juste une image comme une radio de votre cerveau, si vous voulez. Puis en 1992, il y a eu la première IRM fonctionnelle. C'est quoi la différence? C'est le même principe, à part que vous voyez en rouge et en bleu des zones qui sont ici des zones motrices qui sont activées. Ça veut dire que c'est une image de votre cerveau, mais pendant qu'il fonctionne, pendant que vous faites un mouvement, pendant que vous parlez, ça fait évidemment travailler les zones motrices de votre cerveau. Et puis dans les années 2000, il y a eu les premières publications, je pense la publication bien connue sur Coca-Pepsi, sur l'utilisation de l'IRM dans les cadres commerciaux, mais qui étaient encore des recherches scientifiques, et puis les premières applications commerciales. Alors comment ça se passe une IRM fonctionnelle, puisque nous on fait l'IRM fonctionnelle? Je vous montre un petit film très rapide. On met les gens dans l'IRM, donc c'est cette espèce de gros tuyau. Dans l'IRM, ils voient un écran où ils entendent des choses, ils peuvent éventuellement goûter des produits, sentir des produits, ils peuvent écouter, vous voyez, il y a un casque. Et donc finalement, on peut leur proposer un certain nombre de situations assez riches. Et qu'est-ce qu'on enregistre? On enregistre, ça a été un peu vite, mais on enregistre ici ce que vous voyez, c'est-à-dire des images, d'une part des images anatomiques et d'autre part des images fonctionnelles. Bien sûr, après, dans l'analyse, on va remettre ensemble ces images anatomiques et fonctionnelles et ça vous donne ces belles images que vous voyez ici sur la droite de l'écran, avec en jaune des zones très activées et en bleu des zones moins activées. Donc ici, on voit par exemple, c'était une IRM pour une marque. On voyait que cette marque activait particulièrement le système visuel, puisqu'on montrait des choses, mais désactivait toute la partie du cortex frontal du cerveau, qui est quand même une partie où il y a des choses plus conscientes qui se passent. C'est-à-dire que quand on traitait cette marque, finalement, on était un petit peu moins dans le côté réflexif du cerveau, même si c'est une grosse caricature, ce que je suis en train de raconter. Alors, pourquoi nous on utilise l'IRM? Je pense qu'Esomar a bien synthétisé ça. Donc, ils disent, Esomar, que c'est la technique qui offre l'analyse la plus vaste et la plus en profondeur des processus cognitifs et émotionnels et qui permet d'évaluer les fonctions humaines.
Donc ça paraît assez intéressant pour le genre de questions qu'on se passe. Alors maintenant, je vais peut-être laisser la parole à Catherine Monica, qui va expliquer en fait la rencontre entre une société qui fait du neuromarketing et leur société spécialisée dans les fragrances et les parfums. En fait, je pense que la rencontre est assez évidente. Comme vous le savez, le parfum est en principe très émotionnel, fait l'appel à des processus très primaires. Et aujourd'hui, toute l'industrie, et nous aussi, on passe notre temps à faire des tests qui sont absolument rationnels. Donc, on pense effectivement qu'avec les méthodes qu'on utilise actuellement, mais on ne fait que le penser, puisqu'effectivement, on est dans un processus de recherche, on pense qu'on n'arrive pas à capter la réalité du désir et de la prise de décision que le consommateur va faire à la fin. Donc, effectivement, avec les approches rationnelles, on mesure quelque chose de rationnel, bien sûr, c'est-à-dire on mesure probablement une décision facile à prendre, on mesure quelque chose qui est l'ordre du politically correct, de ce que je peux assumer, etc. Mais peut-être qu'on ne mesure pas ce qui est important, c'est-à-dire ce qui se passe réellement au fond de vos désirs et de vos émotions. Donc il nous a semblé quand même assez fondamental d'essayer d'aller voir au-delà du rationnel qui pouvait se passer dans la rencontre avec un parfum, de façon à découvrir finalement si les méthodes qu'on utilise aujourd'hui sont tout à fait erronées, un peu erronées, pas du tout erronées. C'est l'expérience qui nous le dira, mais en tout cas, je pense que c'est assez fondamental aujourd'hui de dépasser le rationnel qui, toutes les méthodes nous le montrent, ne révèlent qu'une partie de la vérité et pas toujours la plus intéressante. Donc alors il faut savoir que dans le monde des fragrances et des parfums, c'est assez spécifique, mais la partie du cerveau qui traite l'analyse d'une odeur, le cortex olfactif primaire, est directement connecté, directement derrière ce qu'on appelle le cerveau limbique. Donc ça veut dire que les émotions et quelque part ce que provoque un stimuli olfactif sont des choses très 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 proches. Donc c'est vraiment intéressant d'aller voir dans ces petites zones du cerveau qui sont très profondes, que seul l'IRM permet d'accéder, donc l'amygdale, les noyaux accumbens, donc c'est vraiment des petites zones très très en profondeur dans le cerveau qui vont traiter quelque part une sorte de valeur émotionnelle de votre parfum et qui sont aussi là par exemple pour vous dire ça sent le brûler, oulala, attention, danger. Alors, dans notre société, pour revenir au débat imposture ou pas imposture, le neuromarketing, nous on a décidé de travailler seulement avec des scientifiques. Donc on travaille avec l'Université de Louvain sur ce projet Olfaction. C'est une équipe d'environ 250 chercheurs avec pas mal de chercheurs seniors, des postdocs, des doctorants, qui est une équipe pluridisciplinaire. Et je pense que ça, c'est vraiment, pour en finir un peu avec ce débat, je pense qu'il est un peu franco-français, vous l'entendez, mais je viens de Belgique, donc je peux me permettre de dire ça. Je pense que c'est vraiment important, finalement. Je ne peux pas dire est-ce que le neuromarketing est une imposture ou pas, ça dépend avec qui vous le faites, dans quelles conditions vous le faites. Alors, il y a sans doute certaines sociétés qui ne sont pas ici, mais qui sont parfois un peu légères. Et puis, ça dépend. Il y a des outils, il y a des façons de les utiliser. Et donc, nous, finalement, on a décidé de travailler qu'avec des scientifiques. Et donc, ça donne quand même une certaine garantie à ce qu'on va faire. Une autre chose aussi, c'est que ça se fait dans les cadres éthiques, qui est déterminé par une loi en Belgique, c'est-à-dire qu'on a une accréditation éthique, c'est important de le souligner, qui respecte à la fois le participant, mais qui respecte aussi des conditions minimum scientifiques, en termes de design, en termes d'analyse, en termes de nombre de personnes qu'on met dans la machine et combien de temps on les laisse, etc. Donc c'est-à-dire que ça ne s'improvise pas, et je pense que c'est vraiment important de travailler avec des gens, entre guillemets, qui savent faire, quoi. Alors voilà, les scientifiques, par exemple, pour vous montrer le lien entre la recherche appliquée et la recherche scientifique, ils s'intéressent à l'Université de Louvain à l'olfaction chez les aveugles. C'est assez rigolo de se demander qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un aveugle quand il sent une odeur de banane. Est-ce que dans son cerveau visuel, le cortex visuel, il y a une image de banane ou pas? Est-ce qu'il y a une imagerie aussi? Et donc, il travaille beaucoup là-dessus, et puis fatalement, il les compare à des personnes normales pour voir la différence entre une personne normale et une personne aveugle. La réponse, vous êtes tous impatients d'avoir, c'est que oui, ils ont en effet une imagerie très vaste, elle est même plus vaste que chez nous, leur cerveau visuel est très très fort impacté par les odeurs. Nous, évidemment, on s'intéresse plutôt à des personnes normales. Alors, comment ça se passe? On vous met dans l'IRM avec un masque que vous ne voyez pas très bien, mais ici, c'est un peu lourd comme équipement. Enfin, vous voyez, on ne doit pas être déshabillé, etc., donc quand même, c'est assez facile, il suffit de se coucher, on vous met un masque sur la tête, on vous met après une antenne sur la tête et puis on vous passe dans ce gros aimant. Et pendant ce temps-là, on va avoir un olfactomètre qui va vous envoyer des odeurs et puis on va vous dire, attention, vous respirez l'odeur 1, puis vous faites une grande inspiration, vous avez l'odeur 1, attention, l'odeur 2, vous faites une grande inspiration, vous avez l'odeur 2, etc., etc. Alors finalement, le rapport avec la problématique du coty, mais finalement, je dirais que c'est le même genre de recherche.
c'est le même genre de design, c'est le même genre de paradigme, c'est le même genre d'analyse, à part qu'évidemment, on ne va pas travailler sur des aveugles. Enfin, à moins que ça vous intéresse, on peut rajouter ça, mais je ne pense pas. Donc, c'était quoi ici l'idée de cette étude ? Bien finalement, c'est d'optimiser le développement d'un parfum. Je pense que c'est normal quand on a une société qui notamment développe des parfums. Optimiser le développement d'un parfum, c'est-à-dire c'est quoi un bon parfum ? C'est une rencontre entre une personne et un parfum. Donc il y a deux sujets là-dedans. Il y a le profilage de la personne, parce qu'on n'est pas tous les mêmes en matière de parfum. Et puis il y a d'un autre côté le développement de l'odeur. Et donc on s'est dit, bon, on va travailler par étapes ces deux choses. Donc, premièrement, développer des profils neuronaux, donc s'intéresser aux consommateurs et essayer de voir, mais est-ce que leurs choix, on peut les profiler ? Est-ce qu'il y a des... On le sait, on parle parfois d'acheteurs impulsifs ou non impulsifs en marketing, bon, on peut imaginer que ce serait deux profils. Et donc, est-ce qu'il y a un corrélat neuronaux à ça ? Est-ce que quelque part dans le cerveau, il y a quelque chose qui fait qu'on est impulsif ou pas ? Notamment des facteurs de personnalité, fatalement, qui sont assez bien identifiés dans les études d'imagerie. Et puis après, il y a le développement de l'odeur, c'est-à-dire une odeur qui va le mieux corréler, le mieux matcher un profil particulier, voire aucun profil si on estime que c'est un parfum très généraliste. Alors le principe, mais vous l'avez compris, on met les gens dans l'IRM, on va leur faire des tests en aveugle et des tests avec la marque de parfum, comme ça nous permet de connaître l'influence de la marque, qui est bien sûr très grande. Et puis, mais qu'est-ce qu'on observe finalement ? C'est une petite animation. Eh bien, on va aller dans le cerveau des gens et on va vérifier ce que chaque parfum va faire dans le cerveau des gens. Donc ici, on voit les taches en rouge et en bleu. Évidemment, ces taches, on les a dans le temps. C'est-à-dire que quand on pulvérise un parfum, eh bien, pendant un certain nombre de secondes, l'effet du parfum va aller en augmentant puis en diminuant assez rapidement. Et donc, on va voir notamment ce qui se passe dans le cerveau visuel au moment où vous avez reçu l'odeur. Donc, on va faire ça pour tous les parfums. Et puis, c'est d'identifier ce qui corrèle entre ce que les gens peuvent déclarer au niveau de leur achat, au niveau de leurs préférences. On va les faire tester de façon classique avec des sniffing tests, donc des tests comportementaux classiques, et puis essayer de voir si dans les zones du cerveau qui sont activées avec un parfum ou un autre, il y a des choses qui corrèlent, il y a des corrélats. Donc est-ce qu'on peut finalement mettre un parfum qu'on aime avec une sorte de réseau d'activation dans le cerveau ? Une chose qui est importante ici aussi, c'est de se dire qu'il n'y a pas une zone du bon parfum. On dit souvent il y a la zone du buy button, la zone du bouton d'achat, il y a des bouquins qui ont été écrits là-dessus. Moi, je trouve que c'est une vraie catastrophe pour mon métier parce qu'il n'y a pas de bouton d'achat. Personne ne sait comment fonctionne vraiment un achat. C'est extrêmement complexe et ça inclut toutes les zones du cerveau fonctionnent quand on achète quelque chose. Tout notre cerveau fonctionne d'ailleurs en permanence, je vous rassure. Ce qu'on voit qui est activé ici, ça ne veut pas dire que le reste de votre cerveau ne fonctionne pas. Le reste de votre cerveau fonctionne aussi, mais ça, c'est des zones qui fonctionnent un petit peu plus avec le parfum par rapport à votre état de repos ou par rapport à respirer de l'air, par exemple, qui est l'état de repos dans ce cadre-ci. Donc, ça, c'est vraiment important. On va montrer des marques, on va faire sentir des parfums, et puis on va faire sentir des parfums sans les marques. Comme ça, on va pouvoir aussi mesurer l'influence respective de la marque. Après, il y a le problème du profilage. Alors, c'est difficile de parler de profilage, mais l'idée, il y a plusieurs outils qui permettent finalement d'essayer de profiler les consommateurs. Il y a ce qu'on appelle l'épaisseur corticale, c'est-à-dire d'aller voir dans le cerveau des zones qui sont un petit peu plus épaisses ou un petit peu moins épaisses. Ça se fait sur les tranches anatomiques, donc ça ne se fait pas sur de l'IRM fonctionnel, ça se fait dans une autre séquence, mais dans la même analyse. Et on sait que certaines personnes ont un certain profil de personnalité et quelque part, il y en a une trace physique dans leur cerveau. Et puis après, il y a aussi l'imagerie fonctionnelle, donc comment fonctionne votre cerveau, et on sait... En tout cas, c'est des recherches assez récentes qui restent à prendre entre pincettes parce que c'est des recherches qui viennent de sortir et donc il faut encore un peu de recul. Mais en tout cas, il est probable qu'on puisse déterminer des profils de personnalité qui soient identifiables dans le cerveau. Alors évidemment, si on a un parfum, on sait ce qui est aimé, ce qui n'est pas aimé, on sait que ça active certaines zones du cerveau, certains réseaux sont activés pour certains parfums, on matche ça avec les profils. Alors, si vous matchez les profils et les parfums, ça vous permet finalement deux choses. Soit vous avez une odeur et une marque, et vous essayez de trouver vers quelle personne il faut adresser cette odeur et cette marque. Soit c'est le problème inverse, c'est-à-dire que vous avez des personnes et vous essayez de trouver l'odeur optimum, l'odeur idéale qui va au plus faire réagir la personne et être le plus prédictif du comportement d'achat du parfum. Alors... Encore une minute, Arnaud. Oui, j'ai fini. En dehors de ça, notre société, on fait des tests de pub, des tests de PAC, des tests d'interface digitale avec les personnes qui sont ici, la société Netway. Et donc, c'est pour vous dire finalement, il y a un peu l'IRM fonctionnel appliqué à la recherche et au développement. Ce que je viens de vous présenter, c'est on ne sait pas, on ne connaît pas. On va un peu
On va un peu dans l'inconnu, à tel point qu'en fait, on engage maintenant un chercheur qu'on va financer à l'université qui va faire des recherches sur l'olfaction des fragrances. Ça n'existe pas, il n'y a pas de recherche IRM fonctionnelle sur l'olfaction des fragrances, il y a ça sur les odeurs, mais pas sur les fragrances. Donc, on va maintenant engager un chercheur qui va faire la recherche fondamentale avec l'Alzheimer, avec les aveugles, etc. Donc, il y a un peu ce côté recherche expérimentale. Et puis, d'un autre côté, il y a, je pense, pour en revenir au thème imposture ou pas, il y a une structuration de société qui commence à produire des services packagés, des tests de pub, des tests de pack, comme on le fait également. Voilà. Merci Arnaud, merci Catherine. On passe au dernier cas. Je ne sais pas si c'est une imposture, mais avouez que ça fait rêver. On passe au dernier cas avec Dorothée pour parler de prévention avec un petit changement de matériel. Il y a un mot de passe, il y a quelque chose ou pas? Bah, écoute, Et je vois pas là, quoi. Oh, c'est pas grave. on n'a plus rien. Fallait que ça tombe sur moi. Est-ce qu'un technicien peut nous donner l'idée? Ce qui est curieux, c'est qu'on a... J'ai une petite idée, on fait ça? Ouais. En revanche... Ça passe toujours rien. Changement de matos, c'est pas une... Non. Est-ce qu'on peut le débrancher? Effectivement, ouais. Non. C'était noir, non? On va pas perdre de temps, je vais quand même commencer, hein, parce que sinon vous allez vous lasser. Donc je me présente, je suis Dorothée Rieu, j'ai fondé l'Institut Mediamento. L'Institut Mediamento est un institut marketing nouvelle génération, c'est un institut d'études cognitives des médias et de la publicité. Alors j'aurais beaucoup aimé vous montrer un petit schéma que je vous montrais tout à l'heure, j'espère. Ça sera beaucoup plus visuel. Avant tout, une petite présentation de ma petite personne. Je suis un peu obligée aujourd'hui, je ne suis pas égocentrique, je ne suis pas narcissique, mais je pense que c'est important dans le débat d'aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, j'ai fondé l'Institut Mediamento, mais avant cela, j'ai fait des études de recherche et j'ai un doctorat en neurosciences. Donc, je pense que le domaine du neuromarketing est un domaine sur lequel je pourrais parler des heures et on m'a restreint à 10 minutes et c'est pour ça que je n'attends pas d'avoir mes diapos pour pouvoir en profiter. J'entends que ça redémarre, donc peut-être que je les aurai bientôt. De quoi j'avais prévu de vous parler ensuite? Donc, des différents moyens et techniques. Est-ce qu'on va avoir les diapos ou pas? Ou est-ce que... On attend que la technique va bien se réparer. En gros, Mediamento prend une position assez catégorique sur le neuromarketing, qui est Mediamento ne fait pas de neuromarketing, alors que je suis docteur en neurosciences. Donc normalement, ça ne va pas ensemble, ces deux concepts. Pourquoi je considère que Mediamento ne fait pas de neuromarketing? Parce qu'en fait, nous utilisons toutes les disciplines que sont la psychologie cognitive, les sciences cognitives, les neurosciences, l'intelligence artificielle du domaine de l'informatique. Nous utilisons toutes ces approches universitaires, mais en termes de transfert de connaissances essentiellement, pour l'amener, pour l'apporter dans la recherche appliquée au domaine du marketing et de la publicité. Ce que je considère, mais la définition du neuromarketing est assez complexe, ce que je considère être du neuromarketing, c'est plus du transfert d'outils venant des neurosciences
pour être utile, pas appliqué, utile au marketing et à la publicité. Donc pour moi, c'est quelque chose d'un petit peu différent, un peu plus différent. Pour autant, Mediamento ne s'est pas complètement barré la route des neurosciences, puisque nous utilisons tout de même ce transfert de connaissances. Et d'autre part, et là je sais, je suis aussi spécialiste de la mémorisation et de l'attention, et je sais que vous êtes tous en train de regarder cet écran bleu en se disant alors quand est-ce que ça va venir, et je sais que vous ne m'écoutez pas entièrement. Mais j'essaye pourtant de bouger les mains, de vous attirer, de faire des oyez, oyez, oyez. Voilà, mais je vois que ça vient, moi, je vois que ça vient, il y a quelque chose qui vient. Tout ça pour vous dire qu'au niveau des neurosciences, nous utilisons tout de même certains outils des neurosciences, en partie l'IRM fonctionnel. Et c'est pour ça que j'ai invité Olivier Houllier à venir à mes côtés pour pouvoir parler du neuromarketing et peut-être de son avis du neuromarketing. Parce que donc, nous, le seul cas où nous utilisons l'outil des neurosciences, c'est dans le domaine de la prévention. Ce n'est pas quelque chose qu'on vend. On est subventionné, on vient d'obtenir un agrément du ministère de la Recherche pour travailler sur un projet pendant 3 ans sur la prévention. Et on n'a pas encore commencé, mais on va attaquer des études en IRM fonctionnel. Et par contre, on a attaqué des travaux de mémoire implicite et de mémoire explicite, d'attention, d'eye tracking et toutes ces choses-là. Je crois que je n'aurai pas de diapo. Donc, qu'est-ce que j'avais pris après? Il y avait beaucoup de choses visuelles, malheureusement, pour vous montrer des études d'eye tracking, quelques études d'eye tracking sur lesquelles on a travaillé. Et peut-être que Olivier, peut-être que tu veux parler, et peut-être que moi, après, j'aurai mes diapositives et je pourrai finir, je ne sais pas. Oh. Est-ce que vous savez s'il va y avoir ou pas? C'est une question de secondes. Oui, après, je ne sais pas ce qu'il y aura à l'écran, mais... Ah, je sens qu'il faut que je recapte votre attention, donc il faut que je meuble. Mais j'aimerais vraiment avoir mes images. Quand vous allez les voir, vous allez être déçus finalement. Mais j'aurais bien aimé vous montrer quelques petites images. C'est tout de même... Ah, moi, je les vois, mais que moi. Il faut rechanger les préférences système, je pense. Ça vient. Olivier. Les moniteurs, non? Je l'ai fait pas. Il faut changer quelque chose? Bon, on prend comme ça. Oui, on prend comme ça. Voilà. Voilà mes belles images tant attendues. Je me sens ridicule maintenant. Donc, voici ma passerelle auquel je tiens beaucoup. Ah oui, je vous hurlais dessus, en fait, dans le micro, pardon. Donc, voici ma passerelle, la passerelle Mediamento, la passerelle entre le monde de la recherche et le monde du marketing et de la publicité. Thierry, ne t'inquiète pas, du coup, je vais aller beaucoup plus vite sur certaines diapositives. Et je vous ai parlé du transfert des connaissances, j'en ai déjà parlé, du transfert des technologies, mais par contre, ce que je ne vous ai pas dit, c'est le sens des flèches qui va que dans un sens. C'est encore un avis personnel, mais je pense que le transfert des outils de neurosciences, des outils d'intelligence artificielle, des outils de psychologie, de sciences cognitives, doit plus être dans le sens du monde de la recherche vers le monde du marketing, et on appelle ça de la recherche appliquée, plutôt que du monde du marketing qui viendrait piocher dans des éléments et des outils de manière peut-être un petit peu moins approfondie. Je suis docteur en neurosciences, je vous l'ai dit. Je vous ai dit que Mediamento n'était pas une société de neuromarketing. Je vous ai dit qu'on utilisait les outils, la technologie des neurosciences que pour le petit rectangle en bas à droite de neuroprévention pour les organismes publics.
Je vais vous parler très brièvement de Mediamento avec le calcul tout d'abord de l'ATRAS, qui est un questionnaire online, comme beaucoup d'instituts d'études, sauf que nous posons des questions classiques, mais aussi des questions détournées. Détournées, ça veut dire que les personnes qui répondent à ce questionnaire ne comprennent pas bien où on veut en venir. Mais nous, on sait très bien où on veut en venir. On mesure également le temps de réponse de chaque participant. Et au bout du compte, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une grosse différence entre ce que les gens déclarent avoir mémorisé et ce qu'ils ont réellement mémorisé. Il y a une grosse différence. Et en voici un exemple. Ici, vous avez le score ATRAS. Le score ATRAS, c'est le score que Mediamento calcule d'après les réponses à 25 questions d'un questionnaire online. Et en fait, les questions classiques des instituts que nous posons également sont par exemple les scores de reconnaissance. Pour se baser, pour dire qu'une publicité a été mémorisée en post-test, on pose une question de reconnaissance et une question d'attribution. Reconnaissez-vous cette publicité? Dites pour quelle marque était-ce? Reconnaissance, oui, on voit effectivement que la tâche orange qui correspondra à des bons scores à trace est plutôt vers la droite, alors que les gens qui répondent non, je ne reconnais pas cette publicité, parmi toutes les autres questions auxquelles ils auront répondu, vont donner un score à trace plus faible. Mais on voit que c'est pas blanc ou noir. La mémorisation, c'est pas oui, je reconnais, non, je reconnais pas. Et en plus, c'est déclaratif, c'est oui, je déclare me souvenir de. Non, il y a beaucoup d'autres questions qui doivent être posées pour pouvoir savoir exactement ce qui est resté en mémoire. Donc ça, c'est un exemple du score à trace global qui fonctionne également pour le score d'attribution. Le score d'attribution, les gens ont 3 possibilités en général, de dire je ne sais pas, de répondre une marque qui ne correspond pas au visuel qu'on est en train de leur montrer, FR, fausse réponse, et BR, bonne réponse. Et on voit bien que le score à trace global, forcément, va vers un score qui se rapproche de 100 quand les gens répondent bonne réponse. Mais si on se basait que sur cette question-là, on serait sur un résultat binaire, alors que le score à trace est un score beaucoup plus précis, spécifique, sensible. On va aller plus vite, on fait des pré-tests, on utilise généralement, donc c'est toujours en salle, en laboratoire, et on utilise l'eye tracker. Ici, je vous présente les résultats d'une étude sur une affiche, et à votre avis, je vous présente un échantillon que féminin, que masculin. C'est un échantillon global, et je ne vous ai pas présenté, pour ne pas vous offusquer, l'échantillon masculin. Les taches oranges ne sont plus du tout au même endroit. Et enfin, le dernier volet, la neuroprévention, pour appeler ça, où on utilise effectivement l'eye tracking. Donc, on a publié une étude d'eye tracking pour tester les messages sanitaires, vous savez, pour votre santé, manger 5 fruits, 5 légumes. On a testé une population en eye tracking et on a démontré que 80 à 90% des personnes testées ne regardaient pas le message sanitaire, ne lisaient pas pour votre santé, manger 5 fruits, 5 légumes. C'était en dessous de 6 vidéos qui étaient montrées aléatoirement. Et je vais plus vite. Ça a été publié, donc. Ça vous répugne, hein? Laquelle vous répugne? Eh bien, écoutez, ces packaging et ces images chocs n'ont pas été réellement testés. Et nous avons lancé un gros programme de recherche l'année dernière, en collaboration avec l'Université de Marseille, donc avec le professeur Olivier Houlier. Nous attaquons, donc c'est dans le cadre d'une thèse CIFRE, Alice Soriano est présente dans la salle, nous faisons des mesures explicites combinées à des mesures implicites, à de la mesure eye tracking, et ce qui est du domaine de la technologie des neurosciences, l'IRM fonctionnel. Voici, après j'aurais pu vous parler de plein d'autres choses, de bases de papier, de la reverse inference fallacy, Arnaud, hein, on a eu de longs débats là-dessus. Voilà, pour vous dire que des résultats d'études en IRM fonctionnel, même pas dans le domaine du marketing, dans le domaine des sciences, est controversé. Et voilà, ça s'appelle la reverse inference fallacy, mais je pense qu'on n'a pas le temps, hein, on est d'accord? Merci beaucoup, Dorothée. Donc on va passer au dernier volet de notre table ronde, avec une discussion un peu plus ouverte, entre guillemets, sur demain. Le constat, c'est que les neurosciences et le neuromarketing sont encore dans un usage qui est... on est un petit peu au démarrage, hein, il y a encore peu d'expérience côté annonceur. La question qu'on peut se poser, c'est voilà, quelles sont les priorités pour aller dans le sens d'un usage intelligent, entre guillemets, des neurosciences. Alors, je me tourne en priorité vers les professeurs. Monsieur Houlier,
votre avis là-dessus, en particulier sur les conseils qu'on peut donner aux annonceurs et à l'ensemble des professionnels concernés. Merci beaucoup pour l'invitation. Pour répondre à votre question, je vais vous expliquer comment nous fonctionnons. On part, en fait, comme ça a été dit précédemment, regarder uniquement le cerveau et enfiler des gens dans un scanner ou avec de la réponse électrodermale, etc., sans autre forme de questions, ça ne sert pas à grand-chose. Et on vous a montré aujourd'hui l'importance d'adapter la méthode à la question. Et en ce qui nous concerne, les travaux que nous menons dans notre laboratoire, qui est un laboratoire public, mais qui a énormément de partenariats publics-privés, vont du questionnaire jusqu'à l'IRM fonctionnel. Très récemment, il y a une thèse qui vient de se finir sur des questions liées au packaging dans un cadre de prévention en santé publique et du danger de ce qu'on appelle les food imitating products, qui sont des shampoings qui ont des emballages. Je vous donne un exemple, un shampoing qui a un emballage de jus d'orange, par exemple, et qui entraîne des intoxications domestiques. C'est une thèse qui a été soutenue à l'université de Rennes 1 très récemment. Et pour cette étude, ce que nous avons fait n'a pas été de prendre des gens et de les mettre dans un IRM. Nous avons d'abord analysé, quand je dis nous, c'est surtout Frédéric Bassot, l'étudiant en thèse qui a mené ce travail, a analysé plus de 30 000 dossiers d'intoxication pour ensuite les choisir, écouter plus de 500 conversations, les analyser, faire une analyse par les métaphores, faire une analyse vocabulaire, grammaticale, pour ensuite faire 3 expériences comportementales avec de l'électrodermal, de l'eye tracking, et terminer par une expérience d'IRM, parce qu'il y avait une question à laquelle on ne pouvait pas répondre sans l'IRM. D'un autre côté, il y a beaucoup d'expériences, beaucoup de contrats que nous avons, pour lesquels nous ne mettons pas les gens dans l'IRM, parce que les études comportementales, les études avec de la réponse électrodermale ou de l'eye tracking suffisent. Et c'est là toute la question. C'est aujourd'hui, on nous parle de neuromarketing, de définition de neuromarketing. Au final, c'est un débat de spécialistes. Je pense qu'en tant que client, en tant que praticien, ce qui est important, c'est de savoir quelle est la valeur ajoutée. Et qu'à partir du moment où aujourd'hui, les personnes se réclamant du neuromarketing pour des raisons commerciales, ce qui est intéressant, c'est que quand je suis arrivé aux États-Unis en 2001, quelqu'un est venu essayer de me débaucher du laboratoire public dans lequel j'étais pour travailler dans une des premières sociétés de neuromarketing aux États-Unis. Et c'était assez intéressant de voir qu'il y a plus de 10 ans maintenant, il y avait cet attrait pour le cerveau. Et comment, alors que, a priori, comme ça a été très bien dit avant, et j'insiste sur cet aspect, mettre des gens dans un scanner pour mettre des gens dans un scanner ne va pas vous donner la recette miracle. Il faut des études, il faut contextualiser. Comment les gens du marketing, des spécialistes de l'image, s'étaient fait berner par l'image du cerveau. Il y a énormément d'études de psychologie expérimentale aujourd'hui qui vous montrent que si je vous raconte absolument n'importe quoi, en mettant un petit peu de cervelet par-ci, de cortex par-là, en vous balançant quelques belles images de cerveau, vous me croirez beaucoup plus que si je vous avais raconté ce n'importe quoi sans toutes ces images. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'informations à tirer des neurosciences. Bien évidemment, je ne serais pas en train de faire ce métier si je ne pensais pas aujourd'hui que l'utilisation de l'ensemble des techniques qui nous permettent de mieux comprendre et d'analyser le comportement humain, c'est ça, je pense, qui est important. Parler de neuromarketing, de neurosci, d'électrodermal, on parle des outils. Ce qui est important, c'est le comportement. Ce qui vous intéresse, c'est le comportement du consommateur. Est-ce que les outils et les questions que vous posez, quelque part, sont compatibles? Alors, j'ai une vision cynique de la chose. Je pense que le neuromarketing aura atteint son but le jour où il disparaîtra et on arrêtera d'en parler. C'est-à-dire que toutes les techniques et toutes les expertises qui vous auront été présentées aujourd'hui seront devenues tellement mainstream qu'elles ne seront plus un élément de différenciation d'une pratique. Parce que, encore aujourd'hui, c'est un élément de différenciation. Alors, quelles questions vous pouvez poser aux gens qui vont vous proposer ce service? La première question, je pense, puisqu'on est dans un contexte de business, c'est quelle est la plus-value? Pour $1 investi dans votre société, combien de dollars me rapportez-vous? Alors c'est une question à laquelle la plupart des instituts de marketing classiques ne peuvent pas répondre. Et je ne pense pas que les instituts de neuromarketing vont pouvoir le faire. L'autre question, c'est qui fait les études? Quel est le background de la personne qui fait les études qu'on vous propose? Est-ce que cette personne est quelqu'un qui vient du marketing, des neurosciences? Est-ce qu'il y a une équipe pluridisciplinaire? Je pense que c'est ce qui est important. Et nous, c'est notre démarche, c'est-à-dire que Dorothée Rieu vous a parlé de l'apport, de l'intérêt que peut avoir du transfert de connaissances de l'université vers les sociétés privées. Mais il faut aussi considérer le fait que si nous travaillons avec des sociétés privées, c'est aussi parce que nous apprenons et qu'il y a toute une partie
de ces choses-là que nous ne connaissons pas. Parce qu'encore une fois, je ne vais pas vous faire un cours de marketing parce que je ne suis pas spécialiste en marketing, je suis spécialiste en psychologie, en neurosciences. La question va être importante. Je vais oser un parallèle pour essayer d'illustrer mon propos. Si votre voiture a un problème au moteur, est-ce que vous allez l'emmener chez la personne qui s'occupe de la carrosserie pour comprendre ce problème au moteur? Mais si c'est un problème de carrosserie, le carrossier suffira. Ces mesures périphériques de l'activité du cerveau vont servir et vont être nécessaires et suffisantes par moment pour éclairer certaines des études, ça a été très bien dit. On ne va pas avoir de réponse absolue. L'autre mythe qu'il faut éloigner, c'est le fait que l'on peut passer par un ensemble de systèmes et de mesures qui nous permettent de ne plus poser de questions. À l'heure actuelle, il est impossible de faire de l'électrodermal, de l'eye tracking, de l'IRM ou quoi que ce soit d'autre sans questionnaire. Parce qu'à un moment, il va falloir corréler toutes ces mesures physiologiques et du cerveau avec quelque chose. On ne peut pas mettre quelqu'un comme ça dans un scanner et dire « tiens, il pense à ci, il pense à ça ». On a besoin des questions. On a des outils qui nous donnent des informations. Par exemple, la réponse électrodermale, comme ça a été très bien montré, vous donne une indication sur une réponse émotionnelle. Par contre, elle ne vous dit pas si cette réponse est une émotion dite positive ou dite négative. Ça, c'est un questionnaire qui va venir le compléter. Donc, on a tout cet ensemble d'éléments qui se complètent. Alors, évidemment, il y a le débat de spécialistes. Moi, je suis identifié comme venant du secteur académique, mais j'interagis, et je tiens à préciser que je parle en mon nom et aucunement au nom des institutions avec lesquelles je travaille, avec le Forum économique mondial, avec des institutions gouvernementales. Et ce dont on s'aperçoit, c'est de la nécessité d'avoir des partenariats, des coordinations qui permettent aux différentes compétences de se compléter. Et du fait qu'effectivement, si aujourd'hui le secteur privé se tourne vers de nouveaux outils, que ces outils soient des outils de réponse électrodermale, d'eye tracking, de tests implicites, voire d'imagerie fonctionnelle, c'est parce que vous vous rendez compte qu'à un moment, il y a des manques, il y a des erreurs qui sont faites. On a besoin d'avoir plus d'informations. Est-ce que ces informations vont être plus pertinentes parce que vous utilisez ces outils? La plupart des gens ont tendance à le penser. De notre côté, vous avez le secteur académique qui a une attitude extrêmement hypocrite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on utiliserait l'IRM fonctionnel pour étudier quelque chose qui est valorisé socialement, comme comprendre l'apprentissage de la lecture pour les enfants, comprendre la schizophrénie, comprendre une autre pathologie, ça fonctionne. Mais dès lors qu'il s'agit de marketing, ça ne fonctionnerait plus. C'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que si ça nous apporte des éléments d'information, et j'insiste sur les éléments d'information et pas des réponses sur le comportement des gens, que ce soit dans le cadre d'une pathologie ou de l'apprentissage, ça va nous apporter des éléments d'information sur le comportement du consommateur. La question, c'est comment ceci va être marketé. Comment on va marketer ce neuromarketing et comment il est marketé. Comment faire la différence entre des gens qui vont vous promettre monts et merveilles, là où, pour réaliser des expériences scientifiques, que ce soit avec de l'électrodermal, de l'eye tracking, de l'IRM, il y a toute une procédure dans notre pays qui est nécessaire pour protéger les personnes. Vous devez passer devant un comité d'éthique d'un promoteur de recherche, devant un comité de protection des personnes, avoir une avalisation de l'AFSAPS, ensuite une assurance biomédicale. Et une fois que vous avez tous ces tampons, vous pouvez commencer votre recherche. Ça prend un peu de temps. Donc si une société vient vous voir en vous disant qu'elle vous procure des résultats très rapidement, il y a de fortes chances qu'elle ait certainement une compétence, je ne fais pas de procès d'intention, en marketing, mais l'utilisation des neurosciences est quelque chose qui est très chronophage, qui est coûteux à l'heure actuelle, et qui demande donc pour une société d'avoir du temps, de l'argent et un ensemble de compétences. Et face à ce marché qui s'est développé, on parle aujourd'hui de plus de 140 sociétés dans le monde qui au moins prétendent ou utilisent le terme neuromarketing dans leurs propositions de services. Nous avons été sollicités à la fois pour réaliser des études, on en fait beaucoup, mais il y a tout un secteur qui est en train de s'ouvrir, c'est-à-dire que depuis 3 ans, je reçois des propositions, je reçois des demandes de clients qui ont reçu des propositions de services neuromarketing et qui se tournent vers nous parce qu'on publie dans des revues scientifiques, parce que c'est notre métier, pour savoir si l'offre qu'on leur a faite est sérieuse. Donc, on reçoit des proformas, des invoices, des protocoles qu'on nous demande d'évaluer pour savoir si c'est vraiment des neurosciences ou si ce n'est pas des neurosciences. Est-ce que ça justifie la demande pécuniaire additionnelle pour ces études-là? Donc, encore une fois, moi, mon message ici, il est vraiment de continuer cette avancée commune et ces coordinations avec prudence sur la connaissance entre le secteur académique où les neurosciences
et le marketing sont pratiqués. Et puis, la pratique, le business et les demandes du business. Comment ces deux mondes peuvent s'interfacer et surtout, comment est-ce qu'on peut répondre à vos besoins de la manière la plus honnête possible. C'est-à-dire qu'encore une fois, il n'y a pas à chaque fois obligation de mettre les gens dans un scanner, il n'y a pas à chaque fois l'obligation de faire autre chose que du questionnaire. Mais souvenez-vous d'une chose, c'est que quoi qu'il arrive, à l'heure actuelle, les outils que nous utilisons nécessitent encore la verbalisation. On n'en est pas encore au stade où on va pouvoir se passer totalement des outils de verbalisation, malgré tous les griefs que nous avons contre ces outils, vous, d'un point de vue de la pratique, et nous, du point de vue de la théorie. Je vous remercie. Merci. Bon, le timing nous contraint à brûler la partie questions, j'en suis désolé, donc ça sera le mot de la fin. Mot de la fin que je vais laisser à Bachelard, qui disait que la connaissance élabore toujours contre une connaissance antérieure. Bah, on n'a vraiment pas de temps, on a 1 minute, j'en suis désolé. Je n'ai pas la maîtrise, hein, on m'indique 0 minute, 1 minute, j'en suis vraiment désolé. Je pense que, n'hésitez pas à vous tourner vers les intervenants pour leur poser les questions que vous avez à leur poser. Enfin, le débat, il ne se termine pas là, tout de suite. C'est un échange qui reste ouvert, donc n'hésitez pas à le prolonger, bien évidemment. Merci à vous.